Bonjour à tous, bienvenue à Limoges, ville arrivée de la 59e édition du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Christophe Riblon. Bonjour Freddy, Nous bonjour allons à tous. commenter ensemble cet épilogue du Tour du Limousin dominé par Ewen Kosciu. Hier, une victoire belge avec De Peut qui s'est imposé au sprint devant Axel Mario sans véritable danger pour Ewen Kosciu. Non, sans véritable danger. Et malgré tout, Axel Mario a pris des bonifications. On a Aramburu aussi qui a terminé troisième, qui a aussi pris des bonifications. Donc il faudra se méfier aujourd'hui. On sait que les bonifs, c'est hyper important sur ce Tour de Limousin. 3 coureurs en moins de 30 secondes. Derrière Ewen Kosciu, on peut assister à une vraie bagarre. C'est 3 équipes différentes en plus. Ah oui, de toute façon, le dernier jour à Limoges, il y a toujours du spectacle. Là, on aura un circuit à effectuer 3 fois, 12 km. On l'a repéré ce matin, on le fait dans un autre sens. Pour moi, il est plus difficile que les autres années. Donc, on peut assister encore aujourd'hui à une grosse bataille. En tout cas, c'est ce que moi j'attends et c'est ce que j'ai cru entendre ce matin un petit peu dans les paddocks. C'est ce que mes oreilles m'ont un peu sifflé. On espère une grosse bataille. On va découvrir le profil de cette 4e et dernière étape du Tour du Limousin Périgord en Nouvelle-Aquitaine. 178 km 700 entre Nantia et Limoges en Haute-Vienne. Un début de parcours dans la communauté de communes Élan Limousin Avenir Nature. Une boucle autour de Nantia. Nantia, première fois ville départ de ce Tour du Limousin. Les coureurs redescendent ensuite vers Limoges, ville arrivée de la dernière étape de l'épreuve depuis 1981. Les coureurs achèveront l'épreuve par 3 tours d'un nouveau circuit en raison des travaux près du Palais des Sports de Beaublanc. L'arrivée sera jugée route de Saint-Jean à l'issue d'une ligne droite de 320 mètres en légère montée. Vous voyez les coureurs au départ. Il était environ midi quand ils se sont présentés sur la ligne de départ. Départ fictif d'abord avec Ewen Kosciu en jaune. Et le départ réel avec tout de suite beaucoup d'agitation dans le peloton puisque le sprint situé à 13 km du départ attirait les convoitises. Alexandre Delettre, 5e à 35 secondes, est parvenu à prendre 1 seconde de bonification. Christophe, dans ce sprint, ça peut compter au général. Ça va compter, effectivement, c'est une certitude. De toute façon, on le sait, c'est toujours très serré les classements généraux sur ce Tour de Limousin. Cette dernière étape, elle offre pas mal de bonifications, elle offre un parcours aussi pour les attaquants. Donc aujourd'hui, c'est sûr que la moindre seconde à aller chercher à prendre sur les autres ou la moindre seconde de perdu aura une influence. Alexandre Delettre qui revient donc à 34 secondes. À l'issue de ce sprint, un groupe s'est formé à l'avant. Vous le découvrez, 5 coureurs le composent. Dossard 24, celui qui mène ce groupe pour l'instant, c'est le Belge Victor Van de Putte du Lotto Intermarché, 67e à 22 minutes 53. Arnaud Tandon qui vient de prendre le relais, le champion de Suisse espoir 2024 du contre-la-montre de l'équipe Van Rysel-Roubaix, lui 37e à 7 minutes 04. Dossard 102 juste derrière, on retrouve Victor Jean, le Haut-Garonnais de l'équipe élite Fondation Cycling Team, 92e à 32 minutes 34. Dossard 135, Jean-Louis Leny, déjà échappé lors de la première étape, le Rouennais du Vélos Club Rouen 76, 108e à 41 minutes 08, premier porteur du maillot de meilleur grimpeur de l'épreuve. Et puis dans ce groupe de tête, le Dossard 153, Jaakko Hänninen, le champion de Finlande 2004 de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur, 46e à 12 minutes 37. Le mieux classé, c'est donc Arnaud Tandon, 37e à 7 minutes 04. Pas de danger pour le maillot jaune d'Ewen Kosciu, mais derrière ça roule et on a vu 2 équipes en tête de peloton. Ouais, ça roule fort derrière, l'équipe Decathlon, CMA, CGM et l'équipe Cofidis qui ont pris la tête de ce peloton. Ils ont raison, ils ont des ambitions aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'étape qu'au niveau du classement général, pour essayer de renverser Ewen Kosciu. Vous l'avez dit, le mieux placé à l'avant, 7 minutes 04, c'est Arnaud Tandon. Donc c'est tout à l'avantage de l'équipe Groupama FDJ United de laisser se développer cette échappée. Par contre, il y a des équipes qui ne voient pas ça d'un bon oeil. Et en l'occurrence, on a 2 équipes qui roulent très fort. On a repris 2 minutes là sur les 20 derniers kilomètres. Donc ça roule extrêmement vite. On est en train d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'échappée à l'amorce du circuit final. Quand on rentrera sur le circuit final, il restera 40 km de course. Des équipes intéressées pour la victoire d'étape et aussi pour le général, puisqu'on vous le rappelle, 4 courants en moins de 30 secondes de 4 formations différentes
En tête de ce classement dominé par Ewen Kostiou, le Breton qui compte 21 secondes d'avance sur Matteo Vercher de Total Energy, 27 sur Alex Aramburu de Cofidis et 29 sur Axel Mario de CIC Pro Cycling Academy. Alors l'équipe Groupama FDJ United peut-elle parvenir à défendre le maillot jaune de son leader face à tant de menaces? On ça va être l'espère. l'objectif. Ça va être l'objectif. Ce qu'ils nous ont montré hier, c'est que oui, c'est plutôt encourageant. Hier, on a vu une grosse équipe Groupama FDJ United. Il avait encore du monde avec lui. Il avait encore 2 équipiers sur le final, Ewen Kostiou. Donc c'était très rassurant parce que ce qu'on avait vu sur la 2e étape, notamment avec ces équipiers qui avaient fini très très loin, on avait un petit peu de doute, mais finalement, je pense qu'hier, on a remis les choses dans l'ordre. En tout cas, tout va bien pour l'instant. Les voyants sont au vert. Après, attention, parce qu'hier, j'ai eu 2-3 petites échos comme ça qui peut-être ne veulent rien dire. Mais en tout cas, Ewen Kostiou, a priori, hier, ne se sentait pas non plus extrêmement bien. Donc, pas bien, je veux dire, pas qu'il était malade, mais juste, il n'était pas dans une très grande journée. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hier, on était au 3e jour de course. Maintenant, à voir aujourd'hui. Mais on a vu hier un Ewen Kostiou beaucoup plus calme, beaucoup plus sage que ce qu'on l'avait vu sur la 2e étape. Il n'a pas du tout subi, il n'a pas été mis en difficulté. Mais voilà, hier, un Ewen Kostiou très discret, on va dire. On va l'écouter. Ewen Kostiou, c'était au départ, vraiment juste avant de prendre le départ. Vous allez voir, il était un petit peu pressé. Il répond à Pierre Gauthier et Laurent Durusquec. Si, il y a toujours un danger. Le parcours est dur aujourd'hui, mais voilà, on a montré qu'on a une belle équipe. Donc non, ça va le faire, on espère. Le pire qui pourrait vous arriver, c'est la pluie, là, les conditions glissantes, c'est un peu ça? Ouais. Bon, après, c'est pour tout le monde. C'est un danger pour tout le monde, mais non, on a bien géré la journée hier. Vous nous avez dit hier que les jambes n'étaient pas super, ça va mieux aujourd'hui? Oui, ça va. Après, je pense que c'était avec le gros effort d'avant-hier aussi, donc je pense que c'est un peu normal. Merci. Ewen Kostiou qui a gagné la 2e étape, qui s'est emparé de ce maillot jaune de leader. Il a donc bien 3 coureurs en moins de 30 secondes derrière lui. Et puis juste derrière encore 3 autres coureurs qui étaient à 35 secondes. Alexandre Delettre qui a pris 1 seconde de bonification et qui est donc maintenant à 34 de Total Energy. Antoine Lotte de Decathlon CMA CGM. Et Johan Simon de Saint-Michel, préférence Home Aubert 93. Et puis derrière encore Mathis Lebert à 38 secondes et Thomas Champion à 46 secondes, les 2 coureurs de Total Energy et de Saint-Michel, préférence au Aubert 93. 5 équipes qui peuvent encore prétendre à la victoire. Est-ce qu'on peut bien imaginer justement une course d'équipe entre ces formations pour déstabiliser l'équipe Groupama FDJ United, Christophe? Disons qu'il peut y avoir une entente cordiale. On va pas se dire on attaque tous ensemble pour essayer de faire tomber Ewen Kostiou, enfin tomber dans le sens du classement général, bien entendu, on est d'accord. Perdre sa première place. Voilà. Il peut y avoir une entente cordiale, bien entendu, mais on ne sait pas des choses qu'on se dit entre équipes. Chacun a sa propre stratégie. D'ailleurs, on voit 2 équipes qui roulent en tête de peloton. Pour l'instant, la Total Energy reste en retrait. Il y a pas, pour l'instant, eux, ils ont fait le choix de ne pas rouler et pour l'instant de s'économiser. Donc, bien entendu que sur le final, si on se retrouve à 2-3 coureurs avec Ewen Kostiou et piégé, il faudra s'entendre. Ce sera une belle opportunité de pouvoir essayer de renverser le classement général. Maintenant, voilà, c'est pas des choses qu'on se dit avant, même si là, à partir du moment où on se retrouve à 2 équipes à l'avant à rouler, les 2 équipes ont le même objectif. Il y a certainement eu des discussions une fois que les 2 équipes se sont mises en place dans les voitures au niveau des directeurs sportifs, mais aussi au niveau des coureurs qui sont en train de rouler à l'avant. Voilà, sur notamment la gestion de l'écart. Est-ce qu'on continue d'accélérer? Est-ce qu'on reste là pour l'instant? Voilà, est-ce qu'on continue de reprendre du temps? C'est des choses qui sont bien entendu échangées entre les coureurs et entre les directeurs sportifs. On va suivre ce final en direct sur ici Limousin, ici Périgord, NoahFrance.tv et YouTube. La plupart des leaders disputent en même temps le titre de meilleur jeune de l'épreuve. Ce sont les coureurs nés après le 1er janvier 2001 qui rentrent dans ce classement. Ewen Kostiou est donc en tête, mais c'est Matteo Vercher qui porte le maillot blanc. On notera dans ce classement de meilleurs jeunes la 6e place de Pierre-Henri Basset de l'équipe XDS Astana Development Team, repris hier dans le dernier kilomètre après avoir passé sa journée à l'avant. Il a fini l'étape en pleurs, le coureur formé au VCPI de Loudéac. C'était un beau numéro, Christophe. Il s'est mis en évidence, Pierre-Henri Basset, hier. Oui, il s'est mis en évidence. Il a vraiment très bien résisté au retour des favoris. Malheureusement, il en a manqué. Il n'a pas manqué grand-chose, mais voilà, ça montre bien les qualités de ce coureur, un jeune coureur qu'on est en train de
découvrir, que moi j'ai découvert depuis le début de cette saison. Donc voilà, on en attend bien entendu le plus grand bien, mais ce qu'il a fait hier, voilà, il peut être déçu, c'est normal. De toute façon, il faut être déçu, hein. Si on n'est pas déçu de perdre, c'est qu'on n'est pas un compétiteur. Donc voilà, il va se servir de cette journée-là pour mener à bien sa prochaine étape. Et c'est sûr, ça va lui servir pas de leçon, mais en tout cas, ça va lui faire prendre de l'expérience. Dans quelques instants, le dernier sprint bonification du jour. Les échappés ont empoché les points et les bonifications du deuxième sprint. Vous avez parlé du premier. Pierre-Henri Basset qui est là, hein, en dernière position du peloton avec son maillot rouge. Son dossard rouge, pardon. Dossard du combiné. Et on retrouve les deux équipes à l'avant. On voit, hein, ça roule très très vite, hein. On y met de l'implication dans cette poursuite derrière les hommes de tête. Finale à suspense aujourd'hui pour le maillot jaune et pour le maillot blanc. Évidemment, il n'y en a plus en revanche pour le classement de meilleur grimpeur avec 22 points supplémentaires obtenus hier. Baptiste Westrofer a doublé son compteur. Sanglier de Fouesnant en compte 22 d'avance sur son premier poursuivant Théo Delacroix avant cette étape. Théo Delacroix de Saint-Michel, préférence au Maubert 93. Le rouleur de l'Auto Intermarché donc certain de conserver le maillot blanc à peau orange de ce Tour du Limousin. À condition de finir l'épreuve, il n'y avait que 20 points en jeu aujourd'hui. Et c'est Jean-Louis Leny, l'ancien porteur du maillot de meilleur grimpeur de l'épreuve, qui est passé en tête des deux principales difficultés du jour. Pour le maillot distinctif de meilleur sprinter, le maillot bleu, il a changé d'épaule hier. C'est Maximilien Juillard du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, autre coureur très combatif de cette épreuve, qui s'est emparé de la tête du classement avec 14 points. L'ancien leader, l'Estonien Jonas Pured, qu'on avait vu en difficulté, a abandonné hier. Maximilien Juillard, il comptait 7 points d'avance sur Pierre-Henri Basset avant le départ ce matin. Son objectif, c'était évidemment de conserver ce maillot. On l'écoute. Oui, tout à fait. C'est toujours plaisant de porter un maillot sur une course par étape en classe 1 comme cela. Pour le club, c'est important. Donc, c'est un maillot qui s'honore et qui se respecte. C'est un enjeu supplémentaire aussi. Donc, ça donne un objectif qui est toujours intéressant. Pour ça, il va falloir être offensif. Oui, bien entendu. De toute façon, c'est en allant de l'avant que les maillots se jouent. Donc, pour ça, il faut être offensif. Rien n'est fait encore. Donc, il y a un sprint en plus qui arrive très rapidement aujourd'hui, tôt dans l'étape. Donc, idéalement, ce serait de pouvoir le faire et de le disputer et pour être plus tranquille par la suite. Un maillot distinctif sur une course de ce niveau, c'est pas mal. Ouais, carrément. C'est sûr, hein, nous, ça faisait partie des objectifs de pouvoir se disputer un classement annexe. De pouvoir jouer un maillot, c'est toujours intéressant, toujours sympa. Ça met aussi tout le monde dans le droit chemin, je dirais, quand dans l'équipe on a cet objectif en tête. Donc le Tour du Limousin, c'est une très belle organisation. On est super content d'être là. Et quand je vois le monde au bord des routes, en plus, qui nous encourage tous les jours, c'est très satisfaisant. Donc on profite de ce qu'on peut prendre. Les jambes sont pas trop lourdes au bout de 4 jours? Ouais, si, hein. Descendre les marches d'escalier en allant au petit déjeuner tous les matins, c'est presque, je dirais, ce qu'il y a de plus dur. Donc si les organismes sont fatigués, mais bon, c'est pareil pour tout le monde, hein, de toute manière, on le sait. Et après, il faut que la tête prenne le dessus sur les jambes pour pouvoir se battre encore une dernière journée. Et il n'a pas eu besoin de sortir aujourd'hui, Maximilien Juillard, pour conserver son maillot bleu de meilleur sprinter. Il faut qu'il termine l'épreuve, puisque après les 2 premiers sprints, voici le troisième et dernier qui apporte des points pour ce classement. Maximilien Juillard qui ne peut plus être battu après les 2 premiers. Il y a du monde. Beaucoup de monde, ouais. Ça fait plaisir. Pour assister à ce sprint, vous voyez qu'il n'est pas disputé, ce sprint. Pas d'intérêt pour les coureurs de tête. C'est Jean-Louis Leny qui est passé en tête à nouveau. Il aura pris 6 points. Jean-Louis Leny au classement ce classement des sprints. Il en comptait 3. Ça lui fera 9 points
Il devrait être bien dauphin donc de Maximilien Juillard pour ce classement. Il risque d'être dauphin des 2 classements, à la fois du meilleur grimpeur et du classement des sprints. Jean-Louis Leny. Et ça roule toujours aussi fort dans le peloton, on l'a vu. L'équipe Cofidis, l'équipe Decathlon CMA CGM. Ça rigole pas en tête de peloton. Le peloton est complètement en file indienne. On reprend du temps progressivement aux hommes de tête. On voit le Belge Victor Van de Putte de l'Auto Intermarché en dernière position. 67e du classement à 22 minutes 53. Christophe, on a Baptiste Westrofer qui va s'emparer donc du maillot de meilleur grimpeur. Ça sauve un peu le bilan de cette équipe l'Auto Intermarché. Le meilleur coureur du classement n'est que 31e. C'est Lorenz Van de Winkele, relégué à 3,49. Après, on le rappelle, la chute hier malheureusement de Maxence Place, le Belge qui accompagnait Pierre-Henri Basset, qui était en tête et le mieux classé de cette équipe. Quel est votre sentiment sur ce tour de cette équipe World Team ? Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire juste du maillot des Grands Prix de la Montagne de Westrofer. On est sur une équipe du World Tour. On était venu, je pense, avec plus d'ambition. Après, ils ont des circonstances atténuantes. Mathis Grisel nous a dit qu'il était un peu souffrant juste avant le Tour du Limousin. Pareil pour Baptiste Westrofer. Et pour les autres coureurs, on n'a pas eu trop de nouvelles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne les a pas vus sous leur meilleur jour. Il y a Maxence Place hier qui avait un beau coup à jouer. Mais il a pris trop de risques dans la descente. Donc voilà, petit coup de malchance hier, il est tombé. Sinon, je pense que l'échappée hier, on a parlé de Pierre-Henri Basset, ça aurait pu aller au bout. S'ils étaient restés à 2, pour moi, c'est presque une évidence que l'échappée serait allée au bout. Maintenant, on ne peut pas refaire la course, mais oui, on a joué de malchance et on a eu des coureurs qui étaient un peu défaillants, qui ne sont pas arrivés en très grande forme sur ce Tour du Limousin, mais on sent que ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des jours. Preuve en est, Maxence Place échappé hier pour l'échappée qui a failli aller au bout. On a encore un coureur devant aujourd'hui, Victor Van de Putte. Donc voilà, c'est une équipe qui j'ai envie de dire, va de l'avant et va de mieux en mieux au fur et à mesure des jours, qui anime la course. Et qui va essayer de remporter cette dernière étape. Justement, on a eu une question, vous avez passé le QR code, il est là, il s'est affiché. Vous pouvez le scanner et poser vos questions à Christophe Riblon, comme Joël qui nous demande quel est le favori aujourd'hui de Christophe Riblon. Ça va être le même qu'hier et avant-hier, c'est facile. C'est Alex Aramburu tout simplement. Alors je vais m'expliquer parce qu'on va dire que... C'est vrai, à chaque fois vous donnez le même. Je prends toujours le même. Baptiste Westrofer à l'image. Non, en fait, moi je mise quand même sur une arrivée groupée. À combien de coureurs je sais pas, mais qu'on soit 4, 5, 12 ou 15 ou 20, je pense qu'on ne sera pas plus à l'arrivée. Alex Aramburu m'a montré que depuis le début, dès qu'il arrive dans un groupe, en fait il remporte le sprint du groupe auquel il appartient. Donc oui, effectivement, il n'a pas été capable de s'isoler à l'avant, d'être tout seul. On l'a vu attaquer plusieurs fois, il n'a pas réussi à faire la différence à chaque fois. Mais ça, c'est parce qu'il est classé très proche au classement général. Il est 3e du classement général, donc c'est logique qu'on ait du mal, qu'on ne le veuille pas le laisser sortir. Donc voilà, après, quand il est au sprint, il est redoutable. Et quand on a repéré ce matin le circuit est dur et la ligne d'arrivée, attention, elle est beaucoup plus dure que les autres années. C'est vraiment un peu plus qu'un faux plat montant. C'est presque une bosse pour arriver. Et là, ses qualités de puncher vont être redoutables pour l'arrivée d'aujourd'hui. On a noté votre pronostic, Christophe. Je rappelle que vous aviez raison sur la première étape avec la victoire de Noah Isidore. C'est vrai. Allez, il vous reste une chance. Une question de Véronique de Nantes. Antoine Lotte peut-il renverser le classement général à l'image du Région Tour Pays de Loire ? Le circuit est un petit peu moins difficile, mais ça peut ressembler à ce qu'on a comme circuit le dernier jour du Pays de la Loire Tour. Donc, en tout cas, on essaye de se mettre dans cette position-là. Quand on regarde l'attitude des Decathlon CMA CGM, on est en train de combler l'écart avec les hommes de tête pour essayer de créer un regroupement ou revenir assez proche des hommes de tête pour créer une course de mouvement. On l'a vu, Antoine Lotte très remuant là, sur les 2 dernières étapes. Il a l'air en très grande forme. Je dirais que hier, peut-être le parcours était vraiment sur le final. Il était peut-être pas assez difficile. Aujourd'hui, dans ce circuit de Limoges en ville, je pense qu'il y a des possibilités de pouvoir s'isoler à l'avant quand on l'a repéré ce matin. Donc oui, bien entendu que c'est encore faisable. Combien il a au classement général, Antoine Lotte? Il a 35 secondes. Oui. Donc 35 secondes, si on enlève les 10 secondes de bonus, ça fait 25 secondes. Ça va vite, 25 secondes.
la guerre, si on attaque assez tôt, si on arrive à isoler assez tôt Ewen Koustou, on peut vite perdre 20-30 secondes sur ce type de circuit. Donc, en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'on y croit dans cette équipe. Et Pierre Gauthier et Laurent Durisquet sont allés à sa rencontre ce matin avant le départ. Ils lui ont posé les questions. La question, Antoine Lotte a-t-il encore l'espoir de gagner? On écoute sa réponse. Non, honnêtement, à part les bonifs ou un gros coup qui sort et que ça essaye vraiment de piéger peut-être, mais je ne vais pas vendre du rêve en disant que je vais renverser le général. Aujourd'hui, je pense vraiment on va viser le sprint et si ça vient attaquer, je serai présent, mais je ne vais pas faire comme les 2 derniers jours. Je pense que j'en ai assez fait. J'ai essayé de vraiment bouleverser et ça n'a pas fonctionné, donc c'est comme ça. Content quand même de vos sensations de ces 3 jours sur le Tour du Limousin? Ouais, content des sensations. Honnêtement, je reviens à un bon niveau. Enfin là, je suis vraiment content des sensations. Je m'attendais à ça. Après, un peu déçu là. J'attendais vraiment mieux. Enfin, j'espérais vraiment beaucoup mieux. Et là, si ce soir je fais 6e au général, il y aura une touche de déception quand même. Mais bon, c'est la course. Est-ce que vous avez été surpris par le soutien d'Emilien hier dans le final, là, à votre service? Ouais, surpris quand même parce que quand même au bout de... En fait, c'est plus le fait qu'il ait quand même roulé les 2 premiers jours et de le retrouver là. Surtout, c'était pas facile, il y a plu quand même. Et première course sur la pluie, même là, hier, moi, quand j'ai vu qu'il y avait de la pluie, c'est pas trop... Déjà, l'état des routes est pas top. Alors en plus de la pluie, c'est même quand on est... Enfin, je veux dire, quand on a un peu plus d'expérience, c'est quand même assez compliqué. Non, mais il m'a vraiment étonné parce qu'il a vraiment passé les bosses super fort et limite, on sent qu'en plus, il calcule pas du tout ses efforts et il est plus à toujours donner. Et là, à la fin, qu'ils sont encore là, c'est impressionnant. Et ouais, il m'impressionne vraiment. 2 réponses intéressantes d'Antoine Lotte. Intox ou pas d'abord sur le général? Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit de l'intox. Ouais. Je suis déçu de sa réponse. Comme quoi, j'écoute pas les interviews avant le live, donc et c'est très bien comme ça. Au moins, j'adapte pas ma réponse. Mais moi, je pense qu'il faut être ambitieux aujourd'hui. Bien entendu que si l'opportunité se présente sur le final, il ne va pas freiner, ça c'est sûr. Mais je suis assez surpris du discours assez peu optimiste en vue de l'arrivée d'aujourd'hui. Mais des fois, l'appétit vient en mangeant. Quand on va voir le circuit final, en fait, c'est un circuit que les coureurs vont découvrir aussi. Donc, ils vont découvrir comme nous ce matin que le parcours est dur, qu'il y a peut-être des choses à faire. Donc, on voit en plus il y a un gros rythme, un gros tempo imposé depuis tout à l'heure. Donc, il va y avoir de la fatigue sur ce circuit final. Ça va certainement exploser de partout dès qu'on va fortement accélérer dès les premières attaques. Donc, on va voir. Mais c'est vrai que a priori là, dans le briefing et tout ça, on était plus sur une arrivée groupée aujourd'hui, essayer de gagner au sprint plutôt que d'essayer de renverser le général. On va voir. Mais il espérait certainement le renverser hier, le général. D'ailleurs, il était évidemment dans ce groupe de tête. Il a demandé un peu de soutien à un moment donné quand ça roulait pas vraiment. Et ça n'a pas fonctionné pour cette équipe Décathlon CMA CGM. Hier, pour moi, on a un peu trop attendu. Il y avait la côte du Sukhomey qui était un peu le point d'orgue de la journée. Et je trouve qu'on a, pour tous les concurrents, hormis Aramburu qui a essayé un petit peu sur le sommet, mais je trouve qu'on a été un peu trop timide à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'il restait 30 km au sommet, mais je pense que c'était vraiment là le point où on pouvait essayer de mettre en difficulté la Groupama FDJ United et Ewen Koustou. Maintenant, on a attendu un petit peu plus loin. La bosse d'après était quand même moins difficile, moins exigeante. C'était plus dur de faire des différences. Et d'ailleurs, les différences n'ont pas réussi à être faites hier. Donc hier, on a essayé. Peut-être qu'on est un peu résigné justement par rapport à cette physionomie de course hier. Bien sûr, mais c'est ce que je disais. Moi, j'ai été surpris ce matin en découvrant le parcours en voiture avec vous, Freddy. Donc, je pense qu'on peut avoir des belles surprises. Comme je disais, l'appétit vient en mangeant. Je pense qu'on peut tout à fait voir des coureurs qui, tout d'un coup, se sentent, pourquoi pas, de tenter des choses et pourquoi pas d'assez loin. On a 3 tours de circuit, il y aura 4 passages sur la ligne. Donc, pour moi, au vu du parcours, il y a encore vraiment des belles choses à faire et c'est pas joué pour le classement général. Après, on la voit, cette équipe Décathlon CMA CGM en tête de peloton avec Cofidis. Alors oui, certainement pour la victoire d'étape. Cette équipe qui en a déjà remporté une avec Noah Isidore. C'était la première de ce Tour du Limousin, mais quand même, dans le fond, on imagine bien vouloir renverser ce Tour. Peut-être ne pas l'annoncer non plus trop fort. Et on verra dans le final ce qui peut se passer. On suivra ça en direct sur ici Limousin, ici Périgord.
France.tv et Noah, merci d'être avec nous pour suivre ce final de cette 59e édition. Et on a vu à l'avant du peloton, donc je le disais, des coureurs de l'équipe Cofidis, mais également des coureurs de l'équipe Decathlon, CMA, CGM. Mais en première position, ce n'est pas Émilien Jacquelin qui roulait lors des 2 premières étapes de ce Tour du Limousin. C'est lui qui imprimait le rythme pour l'équipe World Team française. Parce qu'il a peut-être changé de statut depuis hier, Émilien Jacquelin, parce qu'on l'a vu dans le final. Il a réussi à tenir le rythme des meilleurs, notamment dans la côte dont vous parliez, le Suc au Mai. Il a même parvenu à maintenir un rythme pour Antoine Lotte dans le final et arriver avec les meilleurs de ce Tour du Limousin. Sacrée performance d'Émilien Jacquelin. Ouais, grosse performance hier. Il a surpris, je pense, tout le monde. Je ne sais pas si lui s'est surpris, mais je pense qu'il a surpris tout le monde. Même Antoine Lotte nous en parlait. Donc, c'est logique. On l'avait mis en premier équipier pour rouler sur les 2 premières étapes, sur les 2 premières étapes. Ouais. Et hier, au vu de ses performances, c'est le dernier coureur à avoir accompagné Antoine Lotte. Donc aujourd'hui, on le préserve un petit peu plus en vue du circuit final. Alors s'est-il surpris lui-même? C'est votre question. Christophe, on va écouter sa réponse au micro de Pierre Gauthier et Laurent Durusquec. D'un côté, je me suis surpris aussi. Je savais que les jambes étaient bonnes, mais après les 2 jours de travail consécutifs pour l'équipe, je ne savais pas sur l'étape Rennes comment les jambes allaient répondre. Et finalement, je suis content d'avoir pu aider Antoine dans le final comme je le pouvais. Donc tant mieux. Justement, c'était quasiment la première fois que vous passiez pas l'intégralité de l'étape à rouler devant le peloton. Ça donne des idées pour la suite ? Oui, en tout cas, c'est selon le briefing de l'équipe. Peu importe le rôle qu'on me donne, l'objectif c'est de donner le maximum. En tout cas, oui, c'est sûr que c'est plaisant de se retrouver aux avant-postes à la fin, même si, encore une fois, ce travail plus de l'ombre, début d'étape, moi, il me convient tout autant et je suis content d'aider de cette manière-là. Mais voilà, ça fait du bien de retrouver des avant-postes comme l'hiver. Quand on est un champion comme vous, il y a presque un petit regret de ne pas avoir joué la gagne finalement hier ? Bien sûr, je pense qu'il y a le côté sportif de haut niveau et le côté biathlète qui ressort un petit peu, mais encore une fois, il y avait meilleur que moi dans l'équipe. Noah, Antoine, on a tout fait pour lui et donc il n'y a pas de regret parce qu'encore une fois, c'est le collectif avant tout et je suis déjà content de m'être retrouvé aux avant-postes à ce moment-là. Le collectif avant tout. Beau discours, ouais. Vraiment, il parle bien, il parle vraiment bien, puis il a déjà tout compris, il a déjà tous les codes. Aussi bien en course qu'en dehors. Ouais, est-ce qu'on l'a vu remonter le peloton hier, frotter sans problème? Ah oui, non, il a déjà vraiment les bons réflexes. On sent que Émilien a fait beaucoup de vélo pendant notamment ses saisons d'été pour préparer la saison de biathlon. Et puis, je disais, il a les bons réflexes. Hier, quand même, être là dans le final aux côtés d'Antoine Lotte, c'est une chose, mais surtout, on l'a vu. À aucun moment il se pose une question, dès qu'il est là, dès qu'il voit que ça temporise, il est repassé à l'avant du groupe pour rouler, pour essayer de bénéficier à Antoine Lotte, à son coéquipier. Donc on sent qu'il a déjà, il a déjà tous ces réflexes d'un vieux baroudeur, d'un vieux coureur qui est là depuis plusieurs années dans le peloton. On avait beaucoup de questions à son sujet. Bien voilà, il a répondu à la pédale sur cette épreuve du Tour du Limousin, sa première épreuve professionnelle par étape, la deuxième après la Polynormande dimanche. Biathlète champion olympique Émilien Jacquelin de cette formation Decathlon CMA CGM Team. Allez, on retrouve les coureurs à l'avant. On s'intéresse à ce groupe de 5 qui a compté plus de 3 minutes d'avance. Vous les découvrez, ces coureurs, à commencer par le Belge Victor Van de Putte de cette formation Lotto Intermarché. Le dossard 24 spécialiste de cyclocross. Ewen Kostiou au chaud dans le peloton avec sa garde rapprochée. Rémi Cavagna juste devant lui. Pour l'instant, c'est bien pour l'équipe Groupama FDJ United. Pas besoin de faire le rythme du peloton.
Le scénario est idéal pour eux. On a bien filtré en début d'étape. Filtrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de regarder les coureurs qui vont à l'avant et essayer de mettre des coureurs pas dangereux au classement général. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Hein. Les coureurs à l'avance ne sont pas du tout dangereux pour Wayne-Kostoud. Donc du coup, on n'a pas à rouler derrière. On peut laisser filer cette échappée. Et surtout, ça permet aux autres équipes de devoir travailler justement pour aller chercher cette échappée. Et pour l'instant, Wayne-Kostoud garde ses coéquipiers bien au chaud à côté de lui pour s'économiser, pour avoir le maximum de force sur le final. Le dossard 135, on l'a vu actif sur ce Tour du Limousin. C'est Jean-Louis Leny. Échappé, je vous le disais, lors de la première étape. Premier porteur du maillot de meilleur grimpeur de l'épreuve. Jean-Louis Leny, le Rouennais, qui a remporté 3 fois le circuit du Morbihan. Lui qui était ancien professionnel de Nice Métropole Côte d'Azur. Vainqueur d'une étape du Crest-Brésil Elite l'an dernier et en 2022. Et on l'avait vu prendre la 3e place en direct sur Noah. C'était en 2023, 3e place d'étape sur le Tour Poitou-Charentes sous le déluge à La Roche-Posay. Jean-Louis Leny, vainqueur du Tour de Bretagne 2021, qui est donc encore à l'avant pour cette formation du Vélos Club Rouen 76. À ses côtés, le dossard 102, c'est le Haut-Garonnais Victor Jean de l'équipe élite Fondation Cycling Team. Installé en Savoie, Victor Jean. On l'a vu d'ailleurs échapper lors de la Polynormande. Il faisait partie de l'équipe U23 d'AG2R Citroën à l'époque. Stagiaire chez Saint-Michel l'an passé. Deuxième d'étape sur le circuit des Ardennes après une longue échappée avec notamment une partie en solitaire. Et puis il avait pris une 3e place sur une étape de l'Alpe Isère Tour. Victor Jean, le coureur d'élite Fondation Cycling Team. Toujours la même physionomie. Oh, qu'est-ce que ça roule vite. Peloton. Moi, je trouve que ça roule très vite. Hein. Dans ce peloton, on voit, c'est très très étiré. Il y a de cela 2-3 minutes. Là, il y avait même une petite cassure là au milieu du peloton. On voit à l'arrière du peloton, là, on a des coureurs qui sont en train de se battre pour rester dans les roues. C'est vraiment en file indienne. C'est pas une volonté d'être en file indienne. C'est parce que ça roule très très vite. D'ailleurs, l'écart est en train à nouveau de se réduire avec les hommes de tête. Le peloton qui entre dans Périllac, commune très étendue, plus de 3800 hectares. Vous voyez son église, l'église Saint-Léger à Périllac. L'agriculture tient une place importante dans cette commune avec notamment des troupeaux de vaches limousines, des moutons. Vous avez ce centre-bourg avec cette église et 56 lieux-dits, des villages, des fermes plus isolées où vivent environ 1300 habitants. Et un riche patrimoine comme des châteaux, des maisons de maître et des bâtisses qui datent de plusieurs siècles. Nous sommes à Périllac, en Haute-Vienne. Retour sur les coureurs de tête. Vous voyez le dossard 153 de Jaakko Hänninen, maillot bleu. Le coureur de Nice Métropole Côte d'Azur, Jaakko Hänninen, qu'on avait vu, champion de Finlande de 2004, courir notamment sous les couleurs de l'équipe AG2R de 2019 à 2023, la première saison en tant que stagiaire. 29 ans, c'est sa 3e participation. Il était déjà là l'an dernier avec une 57e place. Et lors de sa première saison, il avait terminé 46e. Arrivé dans l'équipe l'an dernier. 3e des mondiaux espoirs quand même.
Jaakko Hänninen en 2018. Mondiaux remporté à l'époque par Marc Hirschi et une 4e place sur le Tour de l'Ain 2022. Un début de carrière qui était prometteur pour le Finlandais. Et il me semble qu'on a changé de coureur qui roule là pour la Décathlon CMA CGM. Je crois que c'est Emilien Jacquelin maintenant qui est revenu encore aux ordres là, qui est en train de rouler en tête de peloton. Donc on a inversé les rôles. On a vu des coureurs à l'arrière en difficulté. Il y a des coureurs qui commencent à s'écarter déjà. Ça commence à être dur. Le Tour du Limousin, il a été dur depuis le début. Alors, regardez, et là, avec le rythme effréné de cette étape. On se bat à l'arrière pour rester dans les roues. On a vu notamment Carter Guichard de Nice Métropole Côte d'Azur, le néo-zélandais, s'écarter. Là, il y a de cela 2-3 minutes. Il était échappé hier, Carter Guichard. Donc on voit l'intensité qui est mise par l'équipe Décathlon CMA CGM et l'équipe Cofidis en tête de peloton. Lars Delmans également de l'équipe Powells Sauzen. Une question pour vous, Christophe. Les performances des coureurs sont de plus en plus élevées. Il y a eu sur le Tour de France des contrôles antidopage très mal vus par les coureurs. Alors c'est vrai qu'il y a eu des contrôles antidopage nocturnes, notamment. Je vais vous poser une question qui fâche, nous dit Bernard. Pouvez-vous nous dire s'il y a des contrôles sur le Tour du Limousin et comment ils sont organisés? Alors déjà, je vois pas pourquoi la question elle fâche. J'ai aucun problème à évoquer ça. Je pense qu'aucun coureur n'a un problème à évoquer ça. Très mal vu. Moi j'étais sur le Tour de France. C'est pas du tout ce que j'en ai lu et ce que j'en ai vu. Les coureurs ne se sont pas plaints des contrôles en pleine nuit. Ils ont juste signalé qu'ils avaient été contrôlés en pleine nuit et qu'on est quand même le seul sport à accepter ça. Donc c'est juste. Moi je suis ok avec ça. Les coureurs étaient ok avec ça. Ni Pogacar, ni Vingegaard, ni Evenepoel n'ont été dire dans les médias ou je sais pas où à quelle interview qu'ils ne voulaient pas que ça se passe comme ça. Ils ont fait ça de bonne volonté. Il n'y avait aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, on n'a aucun résultat depuis. C'est tout simplement parce que certainement que tout est négatif. Donc voilà, très bien. Je trouve que ça va dans le sens de la lutte antidopage. Et s'il faut faire ça, on le fera. Il faut juste que ça ne devienne pas la norme. Ensuite, sur ce Tour du Limousin... Ils ont précisé quand même, ces coureurs-là, que c'était pas idéal de nuit d'être dérangé, notamment Vingegaard à 2h du matin. Vous êtes en plein sommeil profond, disait d'ailleurs Pogacar, que lui c'était un petit peu plus tardif, vers 4 ou 5 heures je crois, et que son sommeil profond était passé, même s'il s'endort plus tard, me semble-t-il, dans ses propos. Ils ont des applis pour analyser leur sommeil, donc ils savent exactement où ils en sont. Pour le Limousin, après Christophe. Bien entendu qu'ils ont dit que c'était pas la situation idéale, ça on peut tout à fait le comprendre. Après ils ne s'en sont pas plaints et ils ont bien entendu fait le contrôle sans aucun problème. Non, après pour le Tour du Limousin, il n'y a aucun sujet. En fait, tous les coureurs professionnels ont les mêmes contrôles antidopage que sur le Tour de France. On a des contrôles antidopage aux arrivées, il y a des coureurs qui sont tirés au sort, il y a bien entendu le vainqueur de l'étape, le vainqueur du général qui va aussi au contrôle antidopage, et on peut aussi, à l'image de ce qu'on a eu sur le Tour de France, avoir des contrôles à l'hôtel le soir, le matin. J'ai pas ces infos-là parce que c'est des choses qui restent privées et on ne communique pas sur toutes ces choses-là, mais on est les coureurs du Tour du Limousin, et d'ailleurs il y en a qui étaient au Tour de France, sont contrôlés, je pense à Baptiste Westrofer par exemple, on est contrôlé exactement de la même façon sur le Tour du Limousin et sur toutes les autres courses professionnelles de l'année que sur le Tour de France. Merci pour ces réponses, Christophe. 1 minute 33 à l'avance des 5 hommes de tête à moins de 50 km de l'arrivée. Est-ce que l'échappée a une chance d'arriver au bout? Nous demande Bruno de Saint-Georges-les-Baillargeaux dans la Vienne. Ça va aller vite? Non. Ça va être compliqué. Déjà, plus qu'une 33 à 50 km de l'arrivée. On a compris que dans le peloton, il y avait au moins 2 équipes très intéressées pour revenir sur les hommes de tête. La commune de Nieul, traversée par le peloton, avec ce château. À l'origine, c'était une forteresse médiévale dont la présence est attestée dès le XIe siècle. Au XVe, la forteresse fut remplacée par une nouvelle construction dont le château actuel n'en constitue qu'une partie. Voilà, au XIXe siècle, il y a eu d'importants remaniements, décorations intérieures, modifications des façades. Le château de Nieul et son parc sont classés au titre des monuments historiques depuis 1946. Et puis vous voyez là le village et notamment l'église de l'Assomption de la Vierge que le château domine
église des 12e et 13e siècles avec chapelle du 15e et 2 oratoires en granit du 17e siècle. Il est très joli ce château de Nieul en Haute-Vienne. Et retour avec les hommes de tête qui ont attaqué la dernière difficulté de ce Tour du Limousin, en tout cas celles qui sont répertoriées. Meilleur grimpeur de 3e catégorie avec à l'arrière Arnaud Tandon et son maillot rose, le champion de Suisse Espoir 2024 du contre-la-montre de cette équipe Van Rysel à Roubaix. Du vent défavorable dans cette partie. Vous faites bien de préciser que c'est la dernière ascension répertoriée, parce que c'est loin d'être la dernière ascension du jour. La dernière difficulté, c'est pas ça, non. Mais la dernière ascension répertoriée, effectivement. Et on a vu Baptiste Westrhofer, le porteur du maillot à pois, rouler plutôt à l'arrière du peloton. C'est une question de Daniel d'Orléans. A-t-il peur, Baptiste Westrhofer, de rouler en peloton? Je crois pas. Ouais. Je crois pas. Alors, j'avoue que je ne le connais pas personnellement. J'aurai sûrement l'occasion d'échanger avec lui. Mais non, je crois pas. Je crois que c'est juste il adore être devant. De toute façon, il adore faire ses raids de baroudeur à l'avant. Et non, là, si on le voit à l'arrière, c'est peut-être parce que ça commence un peu à être difficile pour lui. Les jambes commencent peut-être à être lourdes. Mais non, je crois pas qu'il y a de volonté d'être soit à l'arrière, soit à devant. L'écart qu'ils font, 1 minute 17 là, ça a vraiment, plus en plus. On a vu que ça accélérait dans le peloton, des coureurs commençaient à être en difficulté, l'écart nous le prouve. On revient avant le circuit final selon vous, Christophe, c'est l'idée? Est-ce que le peloton revient avant d'attaquer le circuit final, en tout cas les 3 tours? Alors, je pense qu'on ne sera pas revenu avant parce qu'on va rentrer sur le circuit final. Il restera 39 km 800, donc c'est dans 8 km, ça paraît court, 8 km 1020. Mais non, la volonté est de se rapprocher des hommes de tête à l'amorce du circuit. Il reste 500 mètres là avant 10 km avant le premier passage sur la ligne. Ouais. Donc le but est de revenir très proche des hommes de tête autour de 30 secondes, voire même un petit peu moins à l'amorce du circuit, et puis comme ça recréer une course de mouvement, essayer de faire ce qu'on appelle un point zéro sur le circuit final et redéclencher une nouvelle course. Le dernier meilleur grimpeur de ce Tour du Limousin, cette côte des monts Saint-Gence, 4,42%. Les hommes de tête qui vont bien franchir ce dernier obstacle répertorié de ce parcours, de la dernière étape du Tour du Limousin, Périgord, Nouvelle-Aquitaine, avec Arnaud Tandon pour l'instant en tête devant Jean-Louis Leny. Est-ce que Jean-Louis Leny va passer ce meilleur grimpeur en tête comme il l'a fait lors des 2 précédents? Eh bien oui. Exactement. Ce sera donc le dauphin de Baptiste Westrhofer, avec 20 points inscrits aujourd'hui. Il en comptait 12, il en aura donc 32. Baptiste Westrhofer en compte lui 44. Voilà pour ce dernier grimpeur de ce Tour du Limousin. Et le peloton toujours mené par les 2 formations. Décathlon, CMA, CGM et Cofidis. À Saint-Gence, le peloton. Saint-Gence, c'est un village d'origine gallo-romaine. Vous voyez le lavoir de ce nom. Et on a à côté de ce lavoir un répartiteur hydraulique construit au 19e siècle. On profite de ces images de lavoir. Répartiteur d'eau de source. Ce village de Saint-Gence possède un site gallo-romain. À la fin du 3e, début du 2e siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois sont installés ici, sur cette zone bordée d'une rivière. Il n'y a pas de rempart pour protéger l'agglomération qui s'étend sur plus de 10 hectares. Pendant plus d'un siècle, la capitale des Lémovis va prospérer
avec des activités artisanales diverses telles que la métallurgie, du bronze et du fer, la poterie et d'autres activités habituelles dans ce type de communauté. Chaque campagne de fouilles, qui couvre environ 1500 m², livre en moyenne les restes de 300 amphores fragmentées ou entières. Je crois que c'est même beaucoup plus d'ailleurs, j'ai un doute sur le chiffre. Un musée archéologique a ouvert en 2019, musée archéologique Lémovis Guy Lins. Et j'en profite pour saluer Laetitia Villejoubert qui a préparé ces images de patrimoine pour ce tour du Limousin. Laetitia qui est originaire de Saint-Gence. Merci à elle. 1 minute 07 pour les hommes de tête et le peloton qui revient progressivement. On va profiter de ce timing, Christophe, pour revenir sur bien une information importante que l'on a apprise hier soir. C'est l'arrêt de la carrière de Julien Alaphilippe, annoncé par le journal L'Équipe, le double champion du monde 2020-2021 qui a décidé de raccrocher. C'est officiel. Il y avait des signes déjà avant-coureurs, notamment sur le Tour de France, qui pouvaient laisser penser à cette issue. Oui, il y avait des. Ouais, on l'a vu, hein, ce Julien, cette année, c'était beaucoup plus compliqué. Même ces dernières années, on peut résumer ça comme ça. Il y avait déjà quelques échos hein, sur le Tour de France cette année. Il faut quand même rappeler qu'il était en contrat hein, jusque fin 2027. Donc il lui restait 1 an et demi de contrat. Donc je suppose qu'on a trouvé un accord hein, entre l'équipe Tudor et Julien Alaphilippe pour arrêter. Bon voilà, choisi d'arrêter un peu avant la fin de son contrat. Julien, on lui souhaite le meilleur pour la suite. On sait tout le bien que Julien a apporté au vélo, notamment ses 2 titres de champion du monde, son maillot jaune sur les routes du Tour de France, toutes ces victoires magnifiques. Sa 5e place en 2019 sur le Tour. Voilà, on espère que... Voilà, que Julien, on lui souhaite le meilleur pour la suite et puis qu'il reste dans le monde du vélo. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il y a un coureur qui était déjà au courant, qu'il savait déjà depuis la semaine dernière dans le peloton de ce Tour du Limousin. C'est son ancien coéquipier, Rémi Cavagna. On va écouter sa réaction. Oui, mais il m'avait appelé déjà la semaine passée pour me dire voilà, ce qu'il comptait faire et tout, parce qu'on est en contact, on est bons amis, donc forcément... Et ouais, c'est triste. Julien, c'est un champion, c'est toujours été un champion. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le vélo, il était là tout de suite dans l'équipe avec moi. C'était un de mes meilleurs amis, donc forcément, j'ai une pensée pour lui. Mais bon, je lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est des belles émotions par ricochet. Ouais, c'est des belles et c'est triste aussi parce que voilà, j'ai commencé le vélo, il était là. Voilà, ça veut dire que la vie continue et moi aussi, j'ai 31 maintenant, donc voilà. Mais je suis plus tout jeune dans le vélo non plus, j'ai encore des belles années, mais c'est vrai que voilà, on voit que les jeunes arrivent et tout pousse, donc voilà. Merci. Très ému, Rémi Cavagna. Il faut penser aussi à l'après-carrière. D'ailleurs, ça fait penser à ça, cette réflexion quand on voit l'âge avancé. Comme Rémi Cavagna qui nous dit qu'il a 31 ans, ça pose question aussi. Bien sûr, ça pose question. La plupart des coureurs professionnels font du vélo depuis qu'ils sont tout jeunes. C'est toute une vie. Hein. C'est pour la plupart un rêve qui se réalise. Donc oui, qu'est-ce qu'on peut faire après? Qu'est-ce qu'il y a la possibilité de faire? Faut se rassurer. Hein. Je peux en témoigner. Hein. Il y a plein de belles choses. Voilà, moi je fais des médias et autres, mais il y a plein d'autres belles choses à faire dans le vélo si on veut rester dans le milieu. Il y a aujourd'hui beaucoup d'équipes et pléthore de postes un petit peu partout. Je pense que tout le monde peut trouver une très belle reconversion. On va écouter une autre réaction, Christophe, d'un coureur qui connaît très bien Julien Alaphilippe. C'est Aurélien Paré-Peintre, on l'écoute. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu un tournant. Voilà, pour la génération de coureurs français, c'est quand même quelqu'un qui a porté très haut les couleurs du cyclisme les dernières années. Forcément, ça fait toujours une petite, un peu triste, une petite émotion, mais voilà, il a apporté beaucoup de fraîcheur au vélo ces dernières années. Donc voilà, s'il a envie d'arrêter, il faut aussi respecter son choix. Il a beaucoup donné pour le vélo. C'est une page qui se tourne. Ouais, forcément, c'est une page qui se tourne. On voyait la photo notamment de France TV avec maintenant voilà, Thibaut, Romain et Julien qui sont à la retraite. Ça fait une génération qui est complètement partie maintenant. Thibaut Pinot, Romain Bardet, Julien Alaphilippe à la retraite. C'est vrai que c'est une grosse page quand même du cyclisme français là qui se tourne. C'est les 3 meilleurs Français des 10 dernières années hein, qui viennent d'arrêter le vélo successivement. D'abord Thibaut, ensuite Romain et maintenant Julien. Donc
Place aux jeunes. Alors l'avenir est très prometteur, hein. L'avenir est lumineux, hein, pour le cyclisme français. On voit que ça va de mieux en mieux. On a notamment un Paul Sexas qui va être le fer de lance sur les courses par étapes, mais bien entendu il n'y a pas que lui. On peut penser à Lenny Martinez notamment et à bien d'autres. Donc voilà, il faut aller de l'avant. Voilà, ça fait partie de la vie. Il était temps pour eux d'arrêter et place aux jeunes maintenant. Place aux jeunes, bien, on va en écouter deux jeunes, plus ou moins jeunes. Maximilien Juillard, 24 ans, Alexandre Delettre, 28 ans. Ils nous disent ce qu'ils pensent bien de l'arrêt de Julien Alaphilippe et ce qu'il a apporté au cyclisme français. Complètement, on a su ça hier comme tout le monde avec beaucoup de surprises. Moi Julien, évidemment, comme tous ceux de ma génération, de mon âge, ça a été un de mes idoles. À titre personnel, j'ai eu la grande chance de pouvoir le côtoyer lorsque j'étais stagiaire en 2022 avec Roubaix. J'avais fait le Tour de l'Ain, il avait son beau maillot de champion du monde à l'époque. Pouvoir me retrouver à côté de lui, et même j'avais fini la dernière étape avec lui, j'avais pu discuter avec lui. Donc j'étais comme un gamin, quoi. J'avais 20 ans mais j'étais comme si j'en avais 12. C'était magnifique et c'est un mec qui nous a fait vibrer petits et grands, je pense. Donc voilà, c'est un monument qui quitte le monde du vélo et à la grande surprise générale. Mais quand on sent qu'il est temps d'arrêter, je crois qu'il le disait sur son dernier Tour de France qu'il avait plus de plaisir. Et quand il n'y a plus de plaisir, c'est très difficile. Et d'autant plus pour des grands champions comme ça qui ont été habitués à vraiment jouer de l'avant. Mais ça fait bizarre, honnêtement ça fait bizarre. C'est un grand champion, Moi, quand j'étais plus jeune, c'est des coureurs qui m'ont toujours, c'était un peu je dirais pas des idoles, mais des coureurs qui m'ont toujours donné envie. Et c'est vrai que il finit comme ça sa carrière. Je pense qu'il a senti qu'il était temps d'arrêter, mais ça restera un grand champion. Une idole, une référence, un exemple. Julien Alaphilippe, double champion du monde 2020-2021, vainqueur de Milan-San Remo en 2019, 5e du Tour de France la même année. Porteur du maillot jaune, 6 étapes remportées sur le Tour, une sur le Giro, une sur la Vuelta, 3 flèches wallonnes. Et la dernière victoire, c'était l'an dernier au Grand Prix de Québec. 45e victoire de sa carrière. Julien Alaphilippe qui raccroche. Bravo à lui, sacré palmarès. Retour à la course. Christophe, un peu plus d'une minute d'avance. À moins de 40 km de l'arrivée pour les coureurs qui sont entrés sur le circuit final ou qui vont entrer sur le circuit final après ce virage, me semble-t-il. C'est juste après, là. Ouais, exactement. On va rentrer sur le circuit final. Donc voilà, c'est ce qu'on évoquait, hein. Un écart qui va, je pense, au passage ligne. Le passage ligne est dans 4 km, va être peut-être un petit peu en dessous de la minute. Donc voilà, on est revenu dans des proportions où on va pouvoir redéclencher une nouvelle course au niveau du peloton. On rappelle la composition de cette échappée. Le Belge Victor Van de Putte, Dossard 24, Arnaud Tandon, Dossard 96, Dossard 102 c'est Victor Jean, Dossard 135 Jean-Louis Leny et Dossard 153 Nico Anninen. Et on voit que devant, pour l'instant, on n'abdique pas, hein. On essaye de pousser au maximum, essayer de résister le plus possible. Là, dans le peloton, ça temporise un petit peu, hein. On voit les différentes équipes qui sont en train de se reconstituer à l'avant. On se remet un petit peu en équipe. On voit qu'il y a déjà un petit peu cette guerre de placement qui a commencé. On est revenu autour de la minute. Je pense qu'il y a certaines équipes pour qui ça suffit pour l'instant. Ça ne sert à rien de revenir trop tôt sur l'échappée. Je pense à l'équipe Décathlon CMA-CGM qu'on a vu un peu plus en retrait là, sur cette vue d'hélicoptère. On en profite, Christophe, pour découvrir le final, hein, puisque là, les coureurs repasseront par ici les 4 derniers kilomètres de cette dernière étape du Tour du Limousin. Là, pour ceux qui se souviennent, hein, des autres années, on prenait cette descente, on la prenait dans l'autre sens, hein. C'était la partie la plus difficile du circuit. Les coureurs donc montaient à l'inverse les autres années. Cette année, on va aller en descendant. Et puis on va le voir, on va aller chercher ce dernier kilomètre qui est en bosse, hein. On peut dire que c'est une bosse sur le début, oui. Et ça finit vraiment sur un gros fond plat montant sur les 400-500 derniers mètres pour rejoindre la ligne d'arrivée. Une vraie descente dans l'avant-dernier kilomètre et une vraie bosse. Dans le dernier kilomètre, il faudra être costaud et c'est pour ça que vous avez désigné Alex Aramburu comme favori. Voici ce virage en bas de descente. Et cette remontée, allez, on en profite justement pour apprécier ce final avec les hommes de tête. 1 minute 11 d'avance, 37 km 200 de l'arrivée. Un premier passage sur la ligne et 3 tours de circuit pour les rescapés de ce Tour du Limousin. Périgord, Nouvelle-Aquitaine. Allez, on demande au véhicule de directeur sportif de repasser à l'avant. On a vu le véhicule
Van Rysel-Roubaix a passé à l'avant, tout simplement parce qu'on se doute, du côté de l'organisation et des commissaires, on ne veut pas se retrouver avec des véhicules intercalés. On se doute que ça va revenir très très vite pour Anninen. Oui, c'est terminé. Il ne suivra pas le rythme, le champion de Finlande de 2024. Et donc ils ne sont plus que 4 en tête au premier passage sur la ligne d'arrivée. On voit cette arrivée qui est dure, elle est difficile. On a un premier passage assez raide là jusqu'au rond-point. On a un petit replat où Yakoninen s'est fait distancer. Et puis là, les 250 derniers mètres, c'est un bon faux plat montant, 3%, 3-4%. On voit ça va pas très très vite au passage ligne. C'est Arnaud Tandon de l'équipe Van Rysel-Roubaix qui est passé en premier. Une accélération en tête de peloton. Coureur de Nice. Nice Métropole Côte d'Azur qui tente de s'isoler à l'avant. Pour l'instant, du côté de la Groupama FDJ United, on ne réagit pas. Il n'y a pas de danger, je pense, avec ce coureur. Ah oui, son coéquipier Jaakko Anninen a lâché pour l'équipe de Nice. Et on voit Total Energy derrière, qui est en train d'attaquer. Allez, c'est parti dans ce final. Les réactions dans le peloton avec un duo donc qui se forme. Il demande le relais. Les deux coureurs qui vont tenter de revenir, mais le peloton est pas loin. On surveille parce que vous avez vu en tête de peloton, c'est un coureur de Groupama FDJ United qui s'est placé juste devant son leader Ewen Kosciu. Changement de physionomie également. Ouais. En tête de peloton. Et regardez comme ça fait mal à l'arrière, c'est en train d'exploser. Le peloton va perdre des coureurs par l'arrière. Baptiste Vadik et Victor Papon qui ont une dizaine de mètres d'avance sur le peloton. La minute très étirée, ouais. On a une petite minute d'écart. On le voit, ce circuit il va faire mal. On va faire exploser ce peloton, c'est une certitude, parce que là ça paraît difficile l'arrivée, mais c'est pas du tout la bosse la plus compliquée du circuit. On va le voir de l'autre côté du parcours, on va prendre des routes beaucoup plus étroites, un peu gravillonneuses, et la bosse surtout, il y aura plus de pourcentage. Les hommes de tête qui vont terminer avec la descente après le passage sur la ligne dans quelques mètres et retrouver cette route dont vous parlez, Christophe. Descente encore avant de tourner à droite. Et de se diriger vers des routes plus délicates. C'est Tom Denenviert qui est en train de rouler pour la Groupama FDJ United. Attention, parce que j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup d'équipiers du côté d'Ewen Kosciu. Ah voilà, c'est Emilien Jacquelin qui est à l'arrière du peloton. Il a roulé, on l'a vu travailler avant le circuit final. Vous découvrez la gare des Bénédictins. Incontestablement le bâtiment emblématique de la ville de Limoges. Et les Limousins en sont fiers. Régulièrement cité dans le classement des plus belles gares de France, d'Europe et même du monde. La gare Limoges-Bénédictin, c'est aussi le décor de films ou de publicités. Elle a été érigée entre 1924 et 1929. Vous voyez là maintenant le quartier de la Boucherie, situé bien justement dans le quartier historique du château. La rue de la Boucherie, c'est l'une des rues les plus pittoresques de Limoges. Et puis vous apercevez maintenant le musée national Adrien Dubouché qui dispose de la plus importante collection de porcelaine de Limoges au monde. Et qui expose également des pièces venant du monde entier, remontant jusqu'à l'Antiquité. En tout, il est possible d'admirer jusqu'à 5000 œuvres. Un musée qui aborde la discipline dans ses aspects esthétiques mais également techniques. Le musée national Adrien Dubouché. Nous sommes à Limoges, ville arrivée de ce Tour du Limousin depuis 1980. Et on y est, ça y est, dans cette remontée. Pour l'instant pas trop de pourcentage, mais on va tourner sur la gauche, prendre une plus petite route. Et là on aura les plus forts pourcentages de cette ascension.
Ah, Ewen Kostiou qui a rétrogradé là. Il s'est arrêté, je crois, Ewen Kostiou. Oui, il s'est il a un arrêté, le problème. maillot jaune. Ewen Il a un Kostiou, problème. a un souci avec son vélo. Rémi il Cavagna qui est communique. devant. On a vu l'équipe Cofidis en train de parler à l'oreillette. Ouais, et Groupama FDJ qui s'est arrêté devant pour attendre Ewen Kostiou, en tout cas pour ne plus mener le peloton. Et là, on Ewen arrive Kostiou dans qui la- a arrêté, Ouais. oui, problème mécanique. Ah, il n'y a pas sa voiture parce Pour qu'il y le avait des leader. cassures. Il y a des cassures. Il Ça n'a y est, pas il l'a sa vu. voiture. Ça y est. Elle est arrivée, Parce que attention. là, on est juste à la sortie du virage. Allez, laissez passer Bon, le il va coureur. perdre du Priorité temps. évidemment Il a perdu au maillot beaucoup jaune. de temps sur la manœuvre là, Ewen. Allez, Eh c'est oui. reparti. Sa voiture était trop loin. On avait, c'est pas de la faute de la voiture, c'est Non, juste non, qu'il y avait des c'est qu'il y avait des cassures. On coureurs, avait des groupes, on pouvait pas doubler. Ah oui, et là c'est mauvais moment évidemment, mais en plus c'est vraiment en bas de cette difficulté là du parcours, Là, ça de va ce nous- final. Ça va nous animer le final, parce que là, il a perdu 30-40 secondes sur cette manœuvre. Pour l'instant, pas d'équipier arrêté avec lui. Ah, là, en plus, on voit, il est en train de taper son vélo. J'espère qu'il n'a pas un problème sur son vélo de rechange non plus. Et là, on est dans la partie, on va y arriver, dans la partie la plus difficile pour lui, celle où il y a le plus de pourcentage. On se rappelle qu'il avait déjà crevé lors de la première étape. Ewen Kostiou, il était rentré dans le peloton, il avait crevé à 12 km de l'arrivée. Il Allez, était ça y est. parvenu à revenir. On a un équipier L'équipier qui qui l'attend. l'attend. Ewen Kostiou, le leader étonnant du titre, il s'était imposé l'année dernière sous les couleurs d'Arkea BNB Hotel. Son directeur sportif à ses côtés, Tanguy Turgis. Ouais, du coup, bien entendu, on n'est plus à l'avant pour la Groupama FDJ United. Il va falloir faire le nécessaire maintenant pour ramener Ewen Kostiou devant. C'est Maxime Decomble qui l'a attendu. Et un On autre voit, coureur encore devant. Le problème, c'est qu'il va se retrouver dans des cassures. On a des groupes un petit peu partout. Le peloton a commencé à exploser. On a Tom Donenwirt aussi Ouais, qui l'attend. exactement. Regardez l'écart, Christophe, entre le peloton c'est et énorme. Ewen Kostiou. Je disais 45 30-40 secondes ouais. quasiment. C'est plus que ça, le temps qu'on a perdu, on l'a vu. Il a dû avoir un gros problème mécanique sur son vélo pour s'arrêter comme ça net. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, a priori, il ne pouvait plus rouler. Et l'équipe Cofidis qui continue de rouler. C'est Total Energy maintenant qui tente d'attaquer. Alors, on a un coureur de l'équipe Total Energy qui vient d'essayer de sortir. Voilà, on va essayer de ramener Ewen Kostiou. On va suivre ça. Évidemment, le retour du maillot jaune, la tentative en tout cas de retour du maillot jaune dans le peloton. Il y a un petit peu le feu là pour Ewen Kostiou. On a perdu beaucoup de temps sur cette manœuvre et puis on le voit, c'est vraiment pas une phase de course c'est pas évidente simple, à gérer parce qu'on a des groupes qui sont en train d'exploser à l'arrière, on a des coureurs qui sont en train de se faire distancer, donc les commissaires sont obligés de faire barrage. On ne peut pas laisser passer tous les véhicules. Donc pour l'instant, Ewen Kostiou ne peut pas trop bénéficier de l'aspiration des voitures. On a perdu Tom Donenwirt. On n'a plus que Maxime Decomble aux côtés d'Ewen Kostiou. On a vu Jules Vaugrenard et Victor Garnalec, CIC Pro Cycling Academy, juste devant Maxime Decomble. Et puis Emilien Jacquelin, juste devant également. On a toujours ce coureur de l'équipe Total Energy qui a attaqué à l'avant. C'est Baptiste Vadic. Ouais, je pense que c'est Toujours, Vadic tout à une l'heure nouvelle fois. qui était parti. Allez, on est au sommet de l'ascension, donc on le voit, l'ascension elle dure quand même un petit moment. On va encore devoir l'escalader 2 fois pour les coureurs. Là, on va récupérer une plus belle route, on va reprendre un peu de vitesse. Mais on voit pour l'instant, si l'écart est juste, toujours une quarantaine de secondes entre Ewen Kostiou et le peloton. Non, on est déjà dans le virage à gauche, donc il y a moins que ça. Et toujours dans les voitures. Alors on voit Emilien Jacquelin qui essaie de se battre aussi pour rester avec Ewen Kostiou. Alors c'est Valentin Retailleau qui est annoncé, c'est pas Baptiste Vadic qui s'était extrait du peloton tout à l'heure. Ouais, on voit le peloton là-bas au fond, là, en bas de la cuvette, donc ça devrait le faire pour Ewen Kostiou. On va rentrer. Au profit d'un gros effort. Ouais, que d'énergie laissée en cours de route, puis on a perdu du monde. On a perdu Tom Donenwirt, la Maxime
De Comble, je pense qu'il est en train aussi de mettre pas mal d'énergie dans cette poursuite. On rappelle l'avance d'Ewen Kostiou, 21 secondes sur Matteo Vercher, 27 sur Alex Arambourou, 29 sur Axel Mario. C'est bien Valentin Retailleau pour l'équipe Total Energy qui est partie en chasse derrière les hommes de tête, et le maillot jaune qui revient en fond de peloton. Et c'est Cofidis qui mène le train de ce peloton. On a vu, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais on a vu que l'équipe Cofidis et les autres formations, on n'a pas cherché non plus à attaquer le maillot jaune sur cet incident mécanique. On n'a pas pris un rythme trop soutenu. On a maintenu le rythme et l'écart avec les hommes de tête. Allez, Rémi Cavagna maintenant qui va s'occuper d'Ewen Kostiou pour le remonter à l'avant. Maxime Decombe qui va souffler un petit peu à l'arrière, là le numéro 3. Et on voit ce circuit, ça remonte encore un petit peu avant d'aller chercher la descente qui nous ramènera vers la côte d'arrivée. Deuxième attaque d'un coureur de Total Energy du jour. Équipe qui est la première du classement justement par équipe. Mais qu'on a vu un peu désorganisé hier, Christophe. Il y a 3 coureurs qui sont bien placés. Mais on n'a pas senti qu'on jouait pour l'un ou pour l'autre. Hier, quel est votre sentiment? Oui, c'est aussi le sentiment que j'ai. Et même sur cette phase de course, on voit bien qu'on attaque un petit peu individuellement chacun de son côté. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, mais je peux me tromper. On rappelle que cette équipe Total Energy, pour l'instant, elle n'a pas de repreneur en fin d'année. Donc on a des coureurs aussi qui certainement veulent se montrer pour retrouver Valentin Ferron, une équipe. Donc voilà, on essaie chacun de faire le meilleur résultat possible, en tout cas de se montrer. Donc je comprends si c'est le cas, si c'est pour ça qu'on court un petit peu de façon désordonnée, je comprends tout à fait que chacun court pour soi et essaye de faire le meilleur résultat possible. On a posé la question ce matin à Alexandre Delettre avec 3 coureurs bien placés. Est-ce l'occasion de renverser le classement? On l'écoute. Ouais, c'est jamais fini. Tant que la ligne n'est pas passée, on a toujours un espoir. Ça reste une journée encore difficile. On espère aller faire quelque chose aujourd'hui, essayer de retourner le classement. Donc, après, il y a aussi la victoire d'étape. Donc on va se battre jusqu'au bout. Il va falloir être offensif, forcément. Il faut toujours être offensif quoi qu'il arrive. Donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Et nous, on est plus en position où il faut attaquer plutôt que de défendre. On n'a rien à perdre en soi, nous. Donc ce qu'il faut, c'est attaquer et aller chercher, essayer de mettre les adversaires en difficulté. Vous allez prendre des risques, ne pas vous contenter du classement par équipe? Oui, c'est sûr, le classement par équipe, c'est anecdotique. On a une bonne équipe homogène. On n'a jamais eu le coureur vraiment au-dessus, un cran au-dessus. Et il a manqué des fois un peu de communication entre nous pour espérer mieux gérer dans un final. Mais là, on sait que ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, on va tout tenter pour essayer de renverser tout ça. Ouais. Comment vont les jambes après le Tour de France, après 3 jours du Limousin? Les jambes vont bien. J'ai bien récupéré après le Tour de France. Là, sur Limousin, je vois que je suis là, mais il manque encore l'étincelle. Il manque encore l'étincelle pour Alexandre Delettre, qui était présent sur ce Tour du Limousin l'an dernier avec une belle 2e place. On va suivre cette équipe Total Energy dans ce final. Pour l'instant, le peloton est mené par l'équipe Groupama FDJ United. Alors, par rapport aux bonifications, Christophe, autant qu'il y ait une échappée devant pour l'équipe Groupama FDJ United, est-ce qu'on mène le rythme assez soutenu pour éviter des attaques d'équipes adverses? Quelle est l'idée? Alors, je ne sais pas quelle est l'idée. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur de Rémi Cavagna de rouler aussi vite. Je vois pas pourquoi on roule aussi vite. Il y a l'équipe Cofidis qui était en train de mener ce peloton. On n'est pas dans une partie du circuit difficile. On vient de s'infliger un gros effort pour ramener Ewen Kostiou. On a sacrifié 1 voire 2 coureurs. Je pense que là, il faut absolument préserver les coéquipiers d'Ewen Kostiou. Il n'y a pas nécessité de rouler comme ça en tête de peloton. En tout cas, pas de rouler aussi vite que ce que roule Rémi Cavagna actuellement. Voilà, on a j'ai peut-être pas tous les éléments. Mais moi, je pense que là, c'est une erreur. En fait, il vaut mieux attendre de voir la réaction des autres équipes
attendre peut-être d'être attaqué, parce que là, je pense qu'on est en train de fatiguer Rémi Cavagna et je ne suis pas sûr qu'il puisse aller comme ça très loin, ou du moins pouvoir aider Ewen Cousteau sur le final au vu de l'effort qu'il est en train de faire. Attention, hein, les coureurs, quand vous jetez des bidons, vous avez vu Christophe pendant que vous parliez, un coureur qui jette un bidon, le bidon rebondit et revient sur la route et se retrouver au beau milieu du peloton. Avec cet effort de Rémi Cavagna, l'écart 10 minutes 35 secondes à 26 km de l'arrivée. Finale à suspense pour cette 59e édition du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Toujours 4 hommes en tête. Victor Van de Putte, Arnaud Tandon, Victor Jean et Jean-Louis Leny. Regardez le bidon, cette image. Merci Sébastien Gallaudet, notre réalisateur, de nous proposer ce ralenti. Merci à toutes les équipes techniques autour de Régis Réveillé de nous offrir ces images, ces belles images du Tour du Limousin une nouvelle fois cette année sur Ici Limousin, Ici Périgord, Noah France.tv et YouTube. J'en profite pour remercier également Marilyn Klech, notre chargée de production, et Estelle Laurent, notre coordinatrice éditoriale, qui ont œuvré pour la bonne réalisation de cette épreuve. Attaque de Van de Putte, le Belge. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait une petite mésentente dans le groupe. Et bien 25 km de l'arrivée, il décide de partir seul. Victor Van de Putte de l'équipe Peloton Intermarché, parti seul dans cette montée. Allez, on voit Jean-Louis Leny là en train de réagir. Dans un deuxième temps. Et derrière, c'est plus dur pour Victor Jean et pour Arnaud Tandon. Jean-Louis Leny va faire la jonction, je pense. Exactement, Leny, juste avant la ligne. On va retrouver deux coureurs à l'avant. Jean-Louis Leny, il a l'air très bien aujourd'hui. On rappelle, il fait partie du Vélos Club Rouen 76, une équipe continentale fédérale, une équipe amateur. Et les deux coureurs qui vont franchir la ligne. On va surveiller l'écart. Évidemment, passage sur la ligne. Les anciens poursuivants, enfin les poursuivants, les anciens coéquipiers, compagnons d'échappée sont à 10 secondes. Et le peloton avec Rémi Cavagna, avec Valentin Ferron, Baptiste Westrofer qui s'est replacé à l'avant. Il n'est pas toujours à l'arrière, Baptiste Westrofer. Voilà à l'avant, voilà pour répondre à la question. On voit les coureurs de Saint-Michel, préférence au Maubert 93, maillot orange et vert, le passage du peloton sur la ligne. 46 secondes de retard pour le peloton. Peloton qui va descendre à la poursuite des échappés sur ces routes du final de Limoges. Voilà. Pardon, mais juste j'ai vu Antoine Lotte passer un petit peu distancé là sur la ligne. Il a dû avoir un problème mécanique. Oui, important. On va suivre ça évidemment alors qu'on profite des belles images de Limoges. Vous avez aperçu les jardins de l'évêché, le pont Saint-Étienne. L'un des ponts médiévaux de Limoges. Les seuls à enjamber la Vienne jusqu'à la construction du pont Neuf. Et vous voyez la cathédrale Saint-Étienne. Entrepris en 1273, l'édifice gothique est achevé à la fin du 19e siècle, soit 6 siècles de construction. Avec un portail Saint-Jean de style gothique flamboyant. L'édifice reste l'un des rares grands monuments gothiques du sud de la Loire. La cathédrale Saint-Étienne. Retour à la course avec les images du peloton. Alors on retrouve à l'avant Jean-Louis Leny et Victor Van de Putte. Se sentent isolés à l'avant pour l'instant. Résiste plutôt bien. Encore une quarantaine de secondes d'avance.
On confirme, hein, Antoine Lotte, ouais. Il a dû changer de vélo. Il a dû changer de vélo parce qu'on n'a plus son transpondeur sur les écrans. Donc il y a eu un problème mécanique pour Antoine Lotte, le leader de cette équipe Décathlon CMA CGM. Allez, à nouveau l'ascension pour la deuxième fois pour les deux hommes de tête. Et il est là, ça y est, il est revenu Antoine Lotte. Il est revenu à l'arrière du peloton. Et effectivement, il a un vélo sans plaque de cadre, donc il a pris son vélo de galerie. Donc comme Ewen Costiu, un petit problème mécanique pour Antoine Lotte. Allez, à l'avant, c'est l'équipe Cofidis à nouveau qui a repris la tête de ce peloton. Valentin Ferron qui a re-signé jusqu'en 2028 dans l'équipe Cofidis. Le Poitvin. Et j'en profite, Christophe, d'abord pour vous souhaiter une bonne fête. Merci bonne beaucoup. Fête, Christophe. Et puis bien vous transmettre le salut de Serge de Saint-Quentin qui nous dit épreuve passionnante, merci pour ce direct. Quant aux analyses de votre consultant, elles sont excellentes. En résumé, un Christophe Riblon brillant comme toujours. Merci Serge. Bravo Christophe, on est ravis de vous retrouver à nos côtés cette année encore pour ce Tour du Limousin. Dans la côte, les hommes de tête. Le Belge Victor Van de Put. Elle est difficile cette côte. Alors, et il n'y a pas des pourcentages énormes, hein, mais on voit bien que c'est long. Ça bute un petit peu. En plus, la route, elle rend un petit peu moins bien. On n'est pas sur un très beau macadam. Peloton qui reprend Victor Jean, échappé lui aussi sur cette dernière étape. Et le prochain à être repris, ce sera Arnaud Tandon de l'équipe Van Rysel Roubaix qui se retourne et qui va voir le peloton revenir sur lui. Le coureur de décathlon CMA CGM qui revient en tête de peloton. Antoine Lotte est de retour dans le peloton, on peut se repositionner. On a vu bien Valentin Ferron avec son dossard 33. L'équipe Cofidis vraiment roulé aujourd'hui en tête de peloton. Quelle est l'ambition de cette équipe Cofidis? Aramburu, votre favori pour cette étape peut gagner. Hugo Page aussi qui s'est déjà imposé sur ses routes ici à Limoges. Est-il un favori même si le circuit a changé? Eh bien on va écouter son avis. Ouais, je l'ai fait en 2023. Après, j'ai fait troisième les 2 dernières années, mais le parcours a changé, donc c'est pas dans le même sens. Donc je pense pas que ça m'avantage tellement. Maintenant, à l'arrivée, c'est quand même 1 kilomètre à 5-6%, je crois. Et puis on a Alex qui est ici aussi et qui il est vraiment en bonne forme aussi. Et sur des arrivées comme ça, je pense que c'est le plus fort, je pense. Donc non, je pense que je vais me mettre au service de Alex aujourd'hui, surtout qu'il peut aller décrocher la 2e place au général. Donc je pense que c'est peut-être un chou dur pour moi à l'arrivée aujourd'hui. Ouais. La première, vous y croyez encore? Il n'est pas si loin? Comment? La première place au général pour Alex, est-ce que c'est encore jouable à votre avis? Non, je pense que c'est quand même compliqué. On a vu que FDJ avait une équipe quand même vraiment solide hier. Donc il y a quand même 3300 mètres de D+ aujourd'hui, mais je pense pas qu'on puisse détrôner Ewen sur ce type de parcours. Donc non, on va par contre essayer de jouer la 2e place parce qu'elle est pas loin. Et surtout la victoire d'étape, c'était le but du Limousin. On est passé de peu sur toutes les étapes, donc on va essayer de mettre au fond aujourd'hui. 6 secondes d'écart entre Alex Aramburu et Matteo Vercher. Il y a des bonifs à l'arrivée, donc on pourrait faire coup double dans l'esprit de l'équipe Cofidis. C'est l'ambition en tout cas. C'est ce qu'on annonce, ouais. Et on voit bien que c'est le schéma que prend cette équipe Cofidis. En tout cas, c'est la stratégie qu'elle emploie. Maintenant, à voir les autres équipes. On voit l'équipe Décathlon CMA CGM qui a repris la tête de peloton. C'est l'infatigable Emilien Jacquelin qui est en train de rouler à l'avant. Il a été distancé tout à l'heure. Il est revenu avec Ewen Costiu et maintenant il prend peut-être un de ses derniers relais. Oui, il avait pris la roue d'Ewen Costiu pour revenir dans le peloton.
petit peu plus de 20 secondes d'avance pour les deux hommes de tête. Face à un peloton qui veut une victoire d'étape. Et peut-être pour l'une de ces équipes bouleverser le classement. On va suivre ça, 19 derniers kilomètres de cette épreuve qui se termine souvent, on vous l'a dit, sur des tout petits écarts. C'est même étonnant cette année d'avoir des coureurs à plus de 20 secondes du leader avant la dernière étape. Ça y est, Emilien Jacquelin, c'est terminé. Il n'a plus qu'à rallier l'arrivée et conclure sa première course à étape professionnelle tranquillement avec le devoir accompli. On retrouve à l'avant Jean-Louis Leny et Victor Van de Putte. Eux deux n'ont qu'un seul objectif, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. On ne sait jamais, on peut toujours espérer que le peloton se relève à un moment donné, que ça tergiverse un petit peu. Pour l'instant, on a toujours entre 15 et 20 secondes d'avance. Et que va faire cette équipe Total Energy là qu'on voit en train de remonter dans les premières positions du peloton? Je doute qu'on se contente de ce scénario avec une arrivée groupée. Je pense qu'il y a quand même des coureurs et des équipes qui ont d'autres intérêts. Le 217 d'Emilien Jacquelin en queue de peloton. Je vais répondre à une question de Christophe de Limoges. Pourquoi ne diffusez-vous... C'est pas vous. On lui souhaite une bonne fête également à Christophe de Limoges. Pourquoi ne diffusez-vous aucun podium du protocole du Tour? Ils mettent trop de temps à l'organiser ou il est convenu de rendre l'antenne 5 minutes après l'arrivée? Alors on va vous répondre très simplement. Par exemple, l'étape d'hier, le porteur du maillot de meilleur sprinter, c'est l'étape d'avant-hier, est arrivé très en retard, une trentaine de minutes derrière Ewen Kostju qui s'était imposé, et le protocole attend évidemment ce coureur pour être organisé. Donc on ne peut pas nous attendre 35 minutes, 40 minutes après la course pour vous permettre de voir le protocole. On aimerait bien évidemment vous le proposer. C'est pour ça que à chaque début de retransmission on vous montre le maillot jaune sur le podium. Voilà pour répondre à cette question de Christophe de Limoges. Et puis dans le Tour du Limousin, il est très difficile ce Tour du Limousin. Donc il y a vraiment plusieurs grappes de coureurs. Et il faut attendre la voiture balai pour organiser aussi le protocole. C'est dangereux tant que des coureurs passent sur la ligne, d'organiser en même temps le protocole. Voilà, donc c'est compliqué de vous montrer les différents maillots distinctifs sur le podium. Allez, encore l'équipe Cofidis en tête de peloton. On a vraiment des ambitions et on le montre, cette équipe française. Équipe UCI Pro Team, la formation Cofidis. 9 victoires cette saison, avec bien notamment Alex Aramburu qui a gagné au Baloise Belgium Tour. Hugo Page dimanche dernier à la Polynormande. Alex Aramburu qui avait déjà gagné cette année dans le Pays Basque à une étape de l'Itzulia Basque Country. On voit le peloton, ça y est, on est à une centaine de mètres derrière les deux hommes de tête. Ça sent la fin pour cette échappée. Ils ont tenté un baroud d'honneur sous l'impulsion du Belge Victor Van de Putte. En partant, seul d'abord, rejoint ensuite par Jean-Louis Leny. Et dans l'avant-dernier tour de circuit, il risque d'être repris, ces deux hommes de tête. Et on aura une explication finale avec encore un beau peloton, même s'il est très étiré. On a une sélection dans ce peloton au premier tour, dans le premier passage. D'ailleurs, on est déjà en train d'abdiquer pour les deux hommes de tête, on a compris. On a eu une première sélection sur le premier tour. Ensuite, il y a eu l'épisode Ewen Kostju. On a le sentiment qu'il y avait une
il y avait pas un accord, mais en tout cas que dans le peloton, on n'a pas souhaité attaquer le maillot jaune sur un incident mécanique, donc on a temporisé un petit peu. Du coup, ça a permis à des coureurs de revenir. Et là, à l'amorce du dernier tour, on se retrouve avec un peloton conséquent. Attention, on l'a vu, hein, ce parcours est exigeant, donc s'il y a des attaques, à nouveau, hein, je pense que le peloton va réexploser. On salue l'attitude du peloton, hein. C'était pas un problème physique, c'était vraiment un problème mécanique. C'est quand même mieux d'attendre le maillot jaune et de jouer cette étape à la régulière, entre guillemets. C'est fini donc pour le Belge Victor Van de Putte et pour Jean-Louis Lenny. Bravo messieurs d'avoir animé cette étape en compagnie d'Arnaud Tandon, de Victor Jean et de Jaakko Hänninen. Les 5 hommes qui étaient en tête après le 15e kilomètre de cette dernière étape. L'explication finale qui va remporter cette 59e édition du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que Ewen Kostiou, maillot jaune, va s'offrir un doublé? Réponse dans 15 km. Pour l'instant, c'est toujours Valentin Ferron qu'on trouve en tête de peloton. Les coureurs qui reviennent vers Limoges pour aborder ensuite le dernier tour de circuit, 12 km 300. Il en reste un petit peu plus de 2 avant de retrouver la ligne d'arrivée de cette épreuve. C'est l'équipe Van Rysel-Roubaix maintenant qui mène le peloton. On aperçoit Baptiste Westroff avec son maillot à pois en 2e position, qui depuis tout à l'heure prend du vent pour ses coéquipiers, c'est bien placé. C'est les coureurs désignés pour le sprint aujourd'hui ou pour tenter quelque chose dans le dernier tour. Vous voyez la composition de l'équipe: Rémi Capron, Louis Ardouin, Job Hermans, Maxime Jarnet, Kenny Molly, Arnaud Tandon, qu'on a vu à l'avant, et Mathis Guérinel. Le Tour du Limousin, cher à Christian Courbater, qui peut compter sur 200 bénévoles qui œuvrent dans l'organisation de cette épreuve pour permettre à ces coureurs que vous voyez de se disputer une magnifique course à étapes sur les routes du Limousin et du Périgord. On en voit un là qui leur a fait signe de cet îlot directionnel. Et oui, c'est important. Les bénévoles, on le sait, sans eux, pas de course, pas d'organisation. Donc voilà, faut leur rendre hommage et en prendre soin de ces bénévoles. Oui, ils sont importants, évidemment, dans toute organisation. Ils comptent pas leur temps. On peut les voir tous les matins, tous les soirs, pour ceux qui installent, qui désinstallent, ceux qui mettent bien les panneaux sur le bord de la route, ceux qui assurent la sécurité des coureurs. On a des signaleurs aussi dans chacun des villages traversés. Il faut aussi trouver ces bénévoles-là sur chaque étape, les municipalités qui s'en chargent souvent. Il faut trouver ces personnes qui ferment les chemins, les accès pour éviter de retrouver des véhicules dans le circuit. Allez, on aborde les derniers mètres de cet avant-dernier tour pour l'équipe Van Rysel-Roubaix. Et les coureurs qui vont passer sur la ligne. Les 12 derniers kilomètres de course. Et on voit, même si c'est un peloton groupé qui se présente sur la ligne pour le dernier tour, c'est difficile pour certains coureurs. Le parcours est exigeant, ça a roulé très vite toute la journée, il y a de la fatigue. Kenny Molly qui passe en tête devant Pierre Thierry. Valentin Retailleau. Le maillot jaune est bien là. Il a perdu un coéquipier, vous allez le voir passer la ligne dans un instant. C'est Rémi Cavagna, je crois. Bah oui, avec l'effort qu'il a effectué sur le dernier tour, ça paraît très logique. Allez, toujours l'équipe Van Rysel-Roubaix qui mène ce peloton devant l'équipe Total Energy. Changement de physionomie pour la Total Energy. On vient à se replacer beaucoup plus haut dans le peloton. Ouais, on discute même entre Valentin Retailleau et Pierre Thierry. Emilien Jacquelin est là. Allez, la petite guerre de placement là
pour ne pas se faire piéger. À l'amorce de la dernière ascension, on a vu la route, elle n'est pas très très large, donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il ne faut pas se retrouver trop loin. On voit le maillot jaune en bas, Ewen Kostiou qui vient se replacer là sur la gauche de la route. Sur la droite de l'écran, on a l'équipe Décathlon CMA CGM d'Antoine Lotte. Ewen Kostiou, le tenant du titre, bien parti pour conserver sa couronne. Il lui reste 10 km 700 à tenir. Il y aura des bonifications à l'arrivée. 10 secondes pour le premier, 6 secondes pour le deuxième et 4 secondes pour le troisième. Allez, les coureurs de Elite Fondation Cycling Team, cette équipe suisse qui sont à l'avant. On a 2 coureurs. On aperçoit Ewen Kostiou là-bas en 8-9e position. Très bien placé, toujours bien entouré avec 2 de ses coéquipiers. Ewen Kostiou qui pourrait être le 6e coureur à inscrire 2 fois son nom au palmarès du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Il pourrait imiter Francis Dutheil et Bernard Hinault qui ont remporté 2 éditions successives. 70-71 pour le premier, 76-77 pour le second. Patrice Algan en 2000 et 2002, Charlie Mottet en 1987 et 1993 et Pierrick Fédrigo en 2004 et 2007 ont réussi à remporter 2 victoires. Pierrick Fédrigo qui a aussi une 2e place et une 3e place sur ce Tour du Limousin. Moins de 10 km de l'arrivée. Allez, cette ascension de l'autre côté du circuit, pour l'instant c'est la partie la plus facile. On va tourner après sur la gauche, sur la petite route. Si certains coureurs ont des ambitions de vouloir finir seul, de faire exploser ce peloton, c'est le dernier moment. Christophe, à quel moment tenter quelque chose si vraiment une équipe voulait renverser le classement général? Là, c'est maintenant. Dans les 200-300 prochains mètres qui arrivent. Baptiste Westrhofer, c'est fini. Il a fait ce qu'il fallait pour placer ses leaders. Mais oui, quand on va être sur la petite route, là où il y a les pourcentages les plus importants, si l'ambition de certains ou de certaines équipes est d'attaquer, c'est à ce moment-là qu'il faudra le faire. Et voilà, c'est parti. Elite Fondation Cycling Team qui tente d'accélérer. Les Total Energy aussi qui sont là, bien présents. Et regardez, ça explose. Même en 3-4e position, on a du mal à suivre. Ewen Kostiou qui tente de réagir là sur la gauche de la route. Qui est parti? C'est Valentin Retailleau? C'est Valentin Retailleau, il me semble. Je crois qui aussi, est là. On aperçoit au fond là-bas aussi Alexandre Delettre. Avec Matteo Vercher. Ebersold, échappé hier dans le final pour tenter de revenir sur Pierre-Henri Basset qui est là également. On a vu Matteo Vercher là qui est en 2e position avec son maillot blanc dans la roue. Et Ewen Kostiou. Et pour l'instant, pas de Décathlon, CMA CGM. Pas d'Antoine Lotte dans cette première partie du peloton. Allez, on accélère. Devant, pour celui qui s'est échappé hier. Il y a une petite cassure là, on a une quinzaine de coureurs devant. On va avoir une quinzaine de coureurs à l'avant. Oui, notamment l'équipe Total Energy, bien représentée, mais pareil, un Groupama FDJ United pour l'instant, en contrôle. Il a 2 coéquipiers encore, Ewen Kostiou. Très très forte cette équipe qui est en train de montrer à tout le monde qu'elle est en capacité de pouvoir gérer le peloton. On avait Brieux Roland tout à l'heure avec Ewen Kostiou. Là, ça doit être Josh Kench peut-être. Ça doit qui être est devant, je pense. Et puis l'équipe Cofidis derrière et Total Energy bien placé toujours. Allez, une accélération encore peut-être. La coureur de Total Energy, c'est parti. Allez, on va mettre l'équipe Groupama FDJ au travail. L'équipe Total Energy qu'on voit très active à l'avant du peloton. Peut-être Mathis Lebert qui attaque maintenant. On voit qu'il y a Matteo Vercher qui lui reste bien placé à l'avant du peloton. Matteo Vercher même qui est en train de laisser partir le coureur de Groupama FDJ United.
Mathis Lebert, il est bien classé, hein, Mathis Lebert, 8e à 38 secondes. C'est le 3e coureur Total Energy. Le mieux classé. Regardez, ça temporise derrière. Attention, hein, Oui. pas trop laisser d'avance à ce coureur de Total Energy. Et on réagit pas directement du côté de Groupama FDJ. Le temps de remettre l'oreillette, visiblement, on discute. Où est Ewen? Il est par là. Bien emmené par un coéquipier. Et là maintenant on va pouvoir assurer le train derrière. Derrière Mathis Lebert. Une petite différence à 7 km de l'arrivée. Allez, il est bien sorti, hein. Mathis Lebert, c'est bien lui. Il a vraiment fait le trou. Derrière, on a temporisé un petit peu. On a attendu de se regrouper, hein, du côté de la Groupama FDJ United. Voilà, on le sait, hein, si c'est bien lui. Il a 38 secondes de retard au classement général. Donc il y a un petit peu de marge pour Ewen Costiu et ses coéquipiers. On rappelle qu'il y a des bonifs à l'arrivée pour les 3 premiers. 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes. On confirme, hein, que c'est Mathis Lebert. Ouais, tout à fait. Et derrière, maintenant, on va retrouver des équipes, hein, qui vont venir, je pense, aider l'équipe Groupama FDJ United. Je pense à l'équipe Cofidis, hein, qui a envie de créer une arrivée groupée, hein, pour Alex Arandbourou. Voilà, l'équipe Cofidis qui vient se positionner à l'avant. En 1970, c'est Francis Dutheil qui a gagné. En 1971, Francis Dubreuil. Je me suis trompé tout à l'heure sur le doublé. C'est bien un Francis, mais c'est pas le même nom. Donc c'est bien Bernard Hinault qui a fait le doublé. C'est Pierre Gauthier qui suit cette épreuve, qui me corrige. Merci. Allez, la tête de course. On va se retrouver avec du monde encore, hein, dans le peloton. Il y a une 50aine de coureurs. Bon, il va falloir aller chercher Mathis Lebert, hein, pour jouer la victoire d'étape. On va arriver par contre sur des parties qui vont être un peu moins favorables, hein, un homme seul. Parce que derrière on va pouvoir un petit peu mieux s'organiser. On va être sur des routes un peu plus faciles avec un peu moins de pourcentage. Et puis après on va entamer cette longue descente pour aller rejoindre la bosse d'arrivée. Ça attaque derrière. Ça attaque pour l'équipe Unibet, oui. Rose Rockets. Du côté de l'équipe Cofidis, ça coince un petit peu, hein, pour essayer de suivre. Et non, c'est même pour l'équipe FDJ United, hein. On a un coureur finalement de l'équipe Cofidis qui a essayé d'y aller tout seul. Attention, on va peut-être retrouver 2 coureurs à l'avant. Attention, c'est peut-être un moment important. On a peut-être la victoire d'étape qui est en train de s'échapper. 5 km de l'arrivée. Le mieux classé, c'est Sergio Méris pour cette équipe avec Kylian Verschuren. Sergio Méris, il est 16e à 1,46. Kylian Verschuren, 12e à 1,46. On va voir qui s'est échappé là de cette formation. En tout cas, on en a 2. On va se retrouver avec 2 coureurs d'Unibet Rose Rockets, un coureur de l'équipe Cofidis. Derrière, on essaie de combler l'écart, hein. Du côté de la Groupama FDJ United, il y a l'équipe Decathlon CMA CGM aussi qui pointe le bout de son nez à l'avant du peloton. Où est le maillot jaune ? Christophe, où est le maillot jaune ? Je ne le vois pas pour l'instant. Alors, soit il est bien caché. Oui, il est où Ewen Costiu, vu d'hélicoptère, si on a la possibilité de voir, on s'intéresse évidemment à l'avant de la course. Est-ce qu'on peut voir Ewen Costiu ? Allez, tout est repris dans le virage. Il est là, il est bien placé. Ouais, il est là, Ewen, il était à la corde. Tout à fait. Peloton qui a bien diminué en unité. Allez, on a un peloton groupé maintenant à l'amorce des 4 derniers kilomètres. Il va y avoir cette phase descendante et puis cette remontée, hein, sur
l'arrivée. On va assister finalement à un sprint massif. Alors ça va être un sprint pas vraiment comme on a l'habitude de le voir. Hein. On l'a vu, c'est pas tout plat, c'est en montée. Il va falloir être plutôt puncher pour s'imposer aujourd'hui. Antoine Lott, il a du monde avec lui. Il a encore 3 équipiers du côté de la Décathlon, CMA, CGM. Je rappelle, Christophe, qu'en cas d'incident mécanique dans les 3 derniers kilomètres, le coureur aura le même temps que le groupe auquel il appartenait avant son incident mécanique ou sa chute. C'est important puisqu'on va rentrer dans les 3 derniers kilomètres. Donc s'il arrivait un problème mécanique à Ewen Kostiou, il serait crédité du même temps que le peloton. Allez, c'est Aurélien Paré-Pinte là qui est en train de rouler. On aperçoit Pierre Gauthierat aussi qui est juste devant Antoine Lott. Aurélien Paré-Pinte devant. Équipe Cofidis qui se replace également. Unibet Rose Rocket on a sur Noah le côté. Isidore aussi qui est là. Ouais, je me posais la question, mais Noah Isidore, il est là. C'est lui, le numéro 12. Donc on est certainement en train de rouler pour lui. Oui, c'est ça, parce qu'Antoine Lott est à l'avant. Oui, donc on va rouler à nouveau pour Noah Isidore. Il était aux côtés d'Hugo Page. Hugo Page qui va peut-être tenter d'emmener, comme on le disait, Alex Aramburu. Si c'est bien la stratégie de cette équipe Cofidis. Allez, ça roule maintenant très vite dans cette partie plate. Là, on va aller chercher la descente. Ça va descendre, oui. Ça va aller très vite sur le final, oui. On va prendre énormément de vitesse dans cette phase descendante. Et on va voir ensuite qui sera le plus costaud. Et attention à la relance en bas. On l'a vu, on tourne le virage. On passe le pont, on tourne à gauche et il y a une grosse relance en montée. Attention aux cassures sur ce final. Allez, toujours Antoine Lott qui est en train de rouler à l'avant. Les 2 derniers kilomètres. Qui va remporter cette dernière étape de ce Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine que vous suivez sur Ici Limousin, Ici Périgord. Noah, France.tv, merci à vous d'être avec nous depuis le début, depuis mardi, la première étape, le départ du côté de Vérac. Noah Isidore qui s'est déjà imposé lors de la première étape. Allez, Pierre Gauthierat là qui est devant Noah Isidore. On est bien placé pour les Cofidis, pour les Décathlon CMA CGM. Par contre, on est un petit peu plus loin du côté d'Ewen Kostiou. On est plus autour de la 20e place. Attention, je l'ai dit, la relance à gauche après le pont. Il va y avoir des cassures. La flamme rouge, vous l'avez vu. Voilà, la fin de la descente, le virage dont vous parliez, Christophe. On tourne à gauche, la grosse relance qu'on va faire bien entendu à fond. Et l'explication finale avec pour l'instant l'équipe Décathlon, CMA CGM bien placée. Pierre Gauthierat qui est en train d'emmener Noah Isidore. Et regardez la grosse relance, il y a déjà une cassure en 7-8e position. Certainement Hugo Page qui ramène Aramburu, on l'imagine en tout cas. Matteo Vercher aussi bien placé dans la roue d'Aramburu. Et il y a une cassure, et Ewen Kostiou il n'est pas dans cette première partie. Attention, il y a les bonifs. Il y a 10 secondes de bonification pour le vainqueur. On accélère encore. Toujours Gauthierat qui emmène très fort. Noah Isidore en 3e position. Hugo Page. Hugo Page qui emmène. Noah Isidore dans la roue. Aramburu ensuite. Et on a Alexandre Delettre en 3e dans la roue d'Aramburu. Et c'est parti. Noah Isidore qui lance. Aramburu. Il est fort, il est fort. Pour l'instant, c'est Noah Isidore. Il est très fort. Et Matteo Vercher qui semble coincé derrière. Noah Isidore pour une 2e victoire. Deuxième victoire pour Noah Isidore, très facile. Aramburu 2e, Alexandre Delettre 3e. Et il y a une petite cassure sur le maillot jaune. Il est là dans le peloton, 6 secondes d'écart. Aramburu qui termine 2e, prend 6 secondes de bonification. Il va donc réduire son écart de 12 secondes avec le maillot jaune d'Ewen Kostiou. Ewen Kostiou qui remporte ce Tour du Limousin. 2e victoire consécutive dans cette épreuve pour le Breton. Alexandre Delettre qui prend la 3e place. Pierre Gauthierat la 4e. Matteo Vercher la 5e. Alex Aramburu qui reprend donc 6 secondes à Matteo Vercher. Ils sont arrivés dans le même temps quasiment de bonification. Oui, ils sont arrivés à priori donc dans on va les le même temps. retrouver. On va les revoir au ralenti. Christophe. On va les revoir au ralenti. Hugo Page qui a emmené Noah Isidore qui lance de très loin. On rappelle que l'arrivée était en faux plat montant. L'effort était très long. Alex Aramburu était parfaitement placé dans la roue de Noah Isidore. Mais Noah Isidore surpuissant sur cette arrivée. Il prend même le luxe de se retourner à 25 mètres de la ligne.
Bravo Noah Isidore. Ouais, Pierre Gauthier avait Le double lâché. pistolero, Oui, là, il a fait aujourd'hui. exactement. Et oui, c'est la deuxième. C'est normal. Il est félicité. Avec son fan club, on les avait déjà vus sur la première étape. Bah bravo, hein, cette équipe Décathlon CMA CGM qui a parfaitement manœuvré aujourd'hui. Oui, puisque nous avait dit Antoine Lotte était plutôt juste. Difficile de renverser le classement général, mais on pouvait jouer la victoire d'étape. Eh bien, c'est réussi. Puisque c'est Noah Isidore qui s'impose. On revoit le final, le dernier kilomètre, avec ces deux équipes, Cofidis et Décathlon CMA CGM, qui ont mené ce peloton. Ouais, puis cette grosse pour leur relance, sprinter. Après le virage à gauche, on en avait parlé, ça a créé des cassures. Ah oui, on relance au maximum. Pierre Gauthier aussi, il faut quand même le souligner, énorme travail. Il a pris son relais d'ici à partir de 800 mètres de la ligne. Il va s'écarter à peu près 300-400 mètres, donc un effort très long. On le voit là, ça temporise un petit peu, il regarde et il va en remettre un petit peu. Pierre Gauthier va en remettre un petit peu. Noah Isidore a été parfaitement placé. Noah Isidore va même, on voit, laisser passer Hugo Page. Hugo Page qui est le poisson pilote de cette équipe Cofidis, poisson pilote d'Aramburu. C'est ce qu'il nous avait dit, oui. Il nous avait dit qu'il visait la victoire d'étape et la deuxième place du classement général. L'équipe Cofidis qui n'aura pas la victoire d'étape, mais qui aura la deuxième place du général. Grâce aux 6 secondes de bonification arrachées, vous le voyez, par Aramburu, juste derrière Noah Isidore. Et Matteo Vercher qui finit 5e et qui donc rétrograde d'une place. Pourtant, les deux coureurs vont être dans le même temps. La victoire de Noah Isidore. Et son geste significatif, celui du pistolero. Noah Isidore qui s'impose, vous le voyez, le classement juste devant Alex Aramburu. Alexandre Delettre, 3e devant Pierre Gauthier et Matteo Vercher. Et puis cette petite cassure avec derrière Hugo Page à 6 secondes, tout comme Ewen Kostiou qui remporte ce Tour du Limousin, cette 59e édition. On va retrouver le président Christian Courbater au micro de Fabrice Bidot. Christian Courbater, c'est une superbe 59e édition qui se termine avec un doublé historique. Ça faisait 50 ans qu'un coureur n'avait pas réussi le doublé sur ce Tour du Limousin. Vous êtes satisfait ? Énormément satisfait. On adore en plus Ewen Kostiou. Effectivement, un Breton succède à un autre Breton au niveau des doublés, puisque Bernard Hinault avait fait cela avant lui. Et quand je vois le public et tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur ce circuit final qui est nouveau, c'est extraordinaire. Donc vraiment, félicitations à Ewen Kostiou. Alors on a 3 victoires d'étape sur 4 pour des équipes du World Tour. Un classement final remporté par Ewen Kostiou avec son équipe également du World Tour. Ça veut dire que pour la 60e édition, l'année prochaine, vous allez essayer de faire venir plus de 3 équipes du World Tour. Alors, c'est la difficulté. En fait, la classification aujourd'hui de l'épreuve au niveau mondial, puisque le cyclisme mondial s'est énormément développé, il a fallu mettre des classifications comme le World Tour, etc. Et dans la classification que nous sommes, hélas, on amène 125 points au premier. Et c'est la chasse aux points. Et une course World Tour amène 200 points. Donc il est effectivement vrai qu'on ne peut pas avoir 50 équipes World Tour. Mais... Merci beaucoup Christian Courbater. Et donc je peux annoncer que le départ de la 60e édition aura lieu de la commune de Périllac où on est passé aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Je vous confirme bien. Périllac, donc le départ de la 60e édition l'année prochaine. Le classement général, vous le voyez, Ewen Kostiou qui s'impose donc devant Alex Aramburu à 15 secondes et Matteo Vercher à 15 secondes également. Vous allez nous expliquer, Christophe, pourquoi Aramburu passe devant Matteo Vercher. Mais d'abord, on écoute la réaction de Noah Isidore, le vainqueur du jour, deuxième victoire d'étape. Isidore, eh bien c'est le doublé pour Ewen Kostiou pour la victoire finale, mais doublé pour vous aussi avec 2 victoires d'étape. Vous étiez encore le plus fort aujourd'hui. Ouais, franchement, j'étais pas sûr de mes forces. C'était vraiment une journée, encore une fois, très, très difficile. Ça a roulé assez vite. Je connaissais bien le circuit, même s'il a changé. L'année dernière, j'étais dans l'échappée. Je sais que l'échappée est toujours un peu dur à reprendre. Donc on a décidé avec l'équipe de rouler assez fort pour les reprendre tôt. Et être sûr de pouvoir avoir une arrivée groupée. Voilà, je remercie tous mes coéquipiers qui ont encore fait un super travail autour de moi, qui ont eu confiance. On était encore 4 à 3 bandes de l'arrivée, et puis ils m'ont emmené juste parfaitement. Donc franchement, je suis super content de pouvoir regagner. C'était plus facile aujourd'hui ou c'était plus facile mardi ? Plus facile mardi. Clairement, aujourd'hui, j'avais mal aux jambes. Puis quand j'ai vu l'arrivée avec cette bosse vraiment punchy, et après c'était encore long,
Je me suis juste dit qu'il fallait que je gère et ouais, je pense que j'ai super bien géré mon sprint avec Pierre Gautra qui m'a bien emmené. J'ai laissé passer Hugo Page qui a continué l'effort jusqu'à 250 mètres et après j'ai pu lancer et j'ai vu qu'il n'y avait personne derrière, donc ça allait. Bravo Noah Isidore, donc vainqueur de cette 4e étape. Bravo à cette équipe Décathlon CMA CGM avec ses 2 victoires d'étape de Noah Isidore, l'équipe d'Emilien Jacquelin qu'on va retrouver avec vous, Fabrice Bidot. Vous avez réussi votre première course par étape professionnelle. En tous les cas, vous vous êtes sacrément montré. Ouais, c'est fou. C'est sûr qu'il y a quelques mois, je pense que des personnes qui croyaient en ce projet, il y en avait peut-être 5, dont moi. Et c'est sûr que c'était un projet très ambitieux, un peu fou. Mais j'ai jamais baissé les bras tous les jours de l'année, même quand je me casse la clavicule, j'ai tout fait pour être présent ici. Et dès que j'ai su que j'allais courir, c'était tout donné pour l'équipe. Donc je suis content pendant 4 jours d'avoir vraiment fait le travail. Et super content qu'on ait ces 2 victoires avec Noah. Antoine qui a bien joué pour le classement général, non, très très content. Et puis quelle popularité vous avez, vous êtes déjà une star du peloton. C'est incroyable, je peux remercier vraiment toutes les personnes bord de route qui ont fait des pancartes, qui m'ont supporté, qui ont supporté l'équipe. C'était assez impressionnant, même l'hiver, je pense jamais vu autant de pancartes en mon nom, donc c'était très touchant. Après j'ai essayé de rester le plus concentré possible sur ce que j'avais à faire, mais ouais, ça fait quelque chose. Qu'est-ce que vous faites dans les prochains mois alors? Vous continuez le vélo, vous continuez le biathlon, tout le monde va se poser la question. Ouais, tout le monde va se poser la question. Moi, je pense savoir ce dont j'ai envie, en tout cas pour les prochaines semaines. Après, on va voir comment ça évolue, mais sur le mois de septembre, je pense que, en tout cas, je serai encore sur le vélo un mois de plus. Merci beaucoup Emilien Jacquelin, donc, qui a vraiment animé ces 4 étapes pour sa première course professionnelle par équipe. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Fabrice. Au mois de septembre, donc, on retrouvera Emilien Jacquelin sur un vélo avec plaisir. C'est vrai qu'il a animé ce tour du Limousin à Périgord, Nouvelle-Aquitaine. Le vainqueur de cette épreuve est le même que l'an dernier. C'était Ewen Kostiou qui réalise un doublé. Bernard Hinault l'avait fait en 1976-1977. Ewen Kostiou le réalise en 2025-2026. On le retrouve à vos côtés, Fabrice. Qui est en train de nous rejoindre avec ce maillot jaune qu'il porte donc pour la 2e année consécutive. Il n'y a que Bernard Hinault qui a fait la même chose que vous. Comment vous réagissez à cette victoire encore aujourd'hui? Je suis super content et je tiens vraiment à remercier l'équipe. De toute la semaine, j'ai eu une équipe en or avec des coureurs qui étaient à un super niveau. Grâce à eux, j'ai jamais paniqué, même quand j'ai crevé là en rentrant sur le circuit. Ça a été un petit moment de stress, mais quand j'ai vu comment ils m'ont ramené, je m'inquiétais pas trop et après on a super bien géré, donc non, je suis super content. Ouais. Et puis le peloton a été fair play, ils n'ont pas cherché à vous attaquer, c'est important aussi. Non, juste Total apparemment, mais quand on est rentré, j'ai vu que ça avait attaqué un peu. Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est la course aussi, c'est comme ça. Et l'important, c'est que j'ai pas perdu de temps et je pense que les autres favoris au général sont restés assez ils sont restés assez honnêtes, on va dire. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais. Là, aujourd'hui, vous avez, à part cet incident, passé une journée assez tranquille, finalement, un peu comme hier. Ouais, tranquille. Le rythme était quand même hyper effréné avec Cofidis et Decat qui voulaient vraiment durcir. On a essayé, nous, de durcir avec Rémi Cavana et Josh Kent sur le circuit. Et voilà, je pense que, mine de rien, la journée, elle était quand même très difficile, et si ce n'est la plus difficile de la semaine, peut-être. Bon, alors, vous revenez l'année prochaine pour la 60e édition et pour le triplé, vous êtes obligé maintenant. Ouais, ça, je sais pas, c'est encore loin. On verra. Je sais même pas trop les courses que je fais après, donc ça, on verra, ouais. Merci beaucoup, bravo. Ewen Kostiou, vainqueur de cette 59e édition et auteur donc du doublé, vainqueur en 2025, vainqueur en 2026, comme l'avait fait Bernard Hinault en 76 et 77. Et personne n'a réalisé le triplé, donc effectivement, il faut qu'il revienne. Ewen Kostiou, lui qui avait plaisir à revenir, justement, c'est ce qu'il nous disait au début de l'épreuve, à revenir pour défendre son titre. Le classement général, je le disais, Ewen Kostiou qui devance Alex Arambourou de 15 secondes et Matteo Vercher de 15 secondes. Alex Arambourou qui passe devant Matteo Vercher. Christophe,
C'est à l'accumulation des places. Oui, c'est au cumul des places sur les 4 étapes. Donc Aramburu qui a un meilleur cumul de places que Matteo Vercher. Donc c'est pour ça qu'il se situe devant. Quand on est dans la même seconde, on va chercher donc ce cumul des places. Et donc c'est Alex Aramburu, c'était l'un des objectifs de l'équipe Cofidis aujourd'hui. Objectif atteint par rapport à cette deuxième place du classement. On revoit les meilleurs moments de cette étape avec cette échappée à 5, avec Jean-Louis Leny, avec Jaakko Hänninen, Victor Jean, Arnaud Tandon et le Belge Victor Van de Putte. Plus de 3 minutes d'avance pour ces hommes sur le peloton. Baptiste Westrofer, maillot à poids, est parvenu à le conserver. Il n'y avait pas de difficulté aujourd'hui puisqu'il était assuré de le garder. Il fallait franchir la ligne d'arrivée, évidemment. Le maillot bleu n'a pas bougé non plus aujourd'hui avec le maillot bleu n'a pas bougé. Et derrière, c'est l'équipe Cofidis et Decathlon CMA CGM qui ont roulé. Alors on va vite comprendre pourquoi ils roulent. C'était pour créer une arrivée groupée. Ces deux équipes avaient un intérêt commun aujourd'hui. On les a vus rouler, on les a vus dans le final. Donc effectivement, les objectifs étaient clairs, étaient annoncés en plus. On nous l'avait dit avant le départ de cette étape. Les échappés qui comptaient 5 coureurs, puis 4. Jaakko Hänninen a lâché en premier, puis ensuite on a retrouvé le Belge Victor Van de Putte avec Jean-Louis Leny finalement repris. Et puis cette explication finale, Christophe, avec donc ces deux équipes Decathlon, CMA CGM et Cofidis qui se sont joués la victoire. Et donc c'est Noah Isidore qui s'est imposé pour la deuxième fois. Costaud, bien emmené par Pierre Gauthierat. Ouais, parfaitement emmené. On avait un plan pour aujourd'hui, on avait une super stratégie. On avait vu Noah Isidore sur la première étape déjà très dominant au sprint. Aujourd'hui, il n'y a encore une fois pas eu photo. On aurait pu penser qu'Aramburu allait un petit peu le titiller, mais on a vite vu qu'Aramburu n'avait pas les capacités au sprint de pouvoir le doubler. Et malgré des crevaisons 2 fois dans la première étape et dans cette dernière étape, Ewen Kosciu est parvenu à conserver son maillot jaune et à s'imposer pour la deuxième fois consécutive dans ce Tour du Limousin. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric. C'était un vrai plaisir. Également plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir suivis. Ewen Kosciu remporte donc la 59e édition du Tour du Limousin Périgord, Nouvelle-Aquitaine. À bientôt, merci. Salut.